Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde magique, merveilleux et du coup un peu moins sémillant puisque au vu du personnage dont on va vous parler, ça va être un peu sanglant, un peu en rapport avec l'enfer, tout ça, donc point de sémillance cette semaine. Pour faire ça, je suis avec Faye comme d'habitude. Enfin, bah non, la semaine dernière t'étais pas là, donc pas comme d'habitude. Non, j'étais pas là la semaine dernière, effectivement. Ouais, elle n'avait pas envie de parler de Conan avec nous. Non, c'est pas ça. J'aurais préféré parler de Conan que Spawn, mais j'avais des choses à préparer pour une émission où j'étais invitée et j'avais du boulot à faire dessus. D'accord. Ça va, Faye? Oui, ça va. Là, elle est fatiguée, Je suis trop vieille pour ces conneries. Pourquoi est-ce que je passe des nuits blanches? Je sais pas. Avec nous, il y a Cédric. Salut Cédric, est-ce que ça va? Salut à tous, ça va bien. Et nous avons oui. Non, mais je sais pas, tu me fais rire. D'accord. Et pour parler de Spawn, on a deux invités. On est allé chercher les kings du game. Je vais pas dire les papis parce que j'ai pas envie de les vexer. Mais on est allé chercher, on est allé jusqu'en Belgique pour vous trouver un super invité, quelqu'un que je voulais avoir dans l'émission depuis longtemps parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup le personnage qu'il incarne, ou je sais pas si tu appelles ça un personnage, mais l'univers en tout cas que tu as dans tes vidéos, puisque c'est MC Twip, yes. Donc de Belgique, vidéaste de son état. Salut Twip, est-ce que ça va? Et ça va bien, wesh, mes comics se filent, comme toutes mes vidéos. Salut. Et bah, ça nous fait très plaisir de t'avoir dans l'émission. Ça me fait plaisir aussi. Surtout sur du Spawn, puisque je crois que tu es assez fan de Spawn. Et ouais, bah on va dire, j'ai un peu commencé les comics avec Spawn, hein, donc voilà. Et ben voilà, c'est historique. Et nous sommes allés chercher un autre retraité qui est sorti depuis pas longtemps de sa fine retraite. C'est Phil. Salut Phil, ça va? Salut, tu vas bien? Ça va. Donc Rétrophile, je pense que tout le monde connaît Rétrophile. C'est le king du game. Et combien on a pu parler de toi dans cette émission pour dire à quel point tu étais drôle et à quel point nous aimions ce que tu faisais, et nous sommes contents que tu refasses des vidéos. Combien était le montant du chèque? C'est gratuit, c'est totalement gratuit. Quand on a autant de talent, ça ne peut être que gratuit. Et voilà. Donc on va vous parler de comics comme d'habitude. Ouais, on est un peu fatigué, on en a un peu marre c'est le déconfinement, on a hâte de pouvoir retourner dans notre bar pour discuter autour d'une bière, et on espère qu'un jour on pourra le faire en vrai en Belgique. Et vers Vichy, ça pourrait être super bien. En plus, il y a quelques bières il y a quelques bières en Belgique en plus. Donc, ouais, voilà. Moi, c'est le chocolat qui m'intéresse. Et voilà, de la bière et du chocolat, ça sera non, parfait. pas la bière, le chocolat. D'accord. Moi, je bois pas. On va commencer tout doucement ces petites news, et on va commencer par cracher un peu sur Josh Trank. Mais pourquoi toujours comme ça de la négativité dans ce groupe? Non, mais donc Josh Trank qui avait réalisé, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la très bonne surprise Chronicle. Moi, j'avais trouvé. Je suis pas du tout d'accord. Donc elle avait pas aimé Chronicle. Moi, tu sais ce que j'en pense. Oui, elle avait pas aimé Chronicle. Moi, j'avais trouvé ça assez sympathique. Ça a essayé des trucs et c'était plutôt cool. T'en pensais quoi, Cédric? Est-ce que tu as vu Chronicle de Josh Trank? Non, honnêtement, je l'ai pas vu du tout. Et ben, je te le conseille. Moi, j'ai un problème avec toutes ces histoires de trucs, caméra, là. Ah oui, c'est vrai que c'est censé être du phone footage. Ouais, ça me ouais. Et puis autant la première partie, il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes, autant la deuxième, voilà. Au bout d'un moment, tu décroches, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec Faye, Phil, ou est-ce que tu as aimé Chronicle? Ah bah, le pire, c'est que je suis d'accord à 100%, tu vois. Je suis fan de fan footage en plus, et la première partie est vraiment intéressante. Et après, c'est vrai qu'ils sont partis dans une espèce de délire super héroïque qui était franchement pas intéressant. J'aurais plus préféré voir les personnages se développer plutôt que cette espèce de baston à 2 balles sur la fin. Non, c'était pas terrible. Mais ils ont tenté beaucoup de trucs au début, ça c'était pas mal. C'est après que ça part un petit peu en cacahuète, on va dire.
Voilà, je suis d'accord avec ce monsieur, un excellent invité. Et Twip, est-ce que tu vas me laisser tout seul dans non, on va dire que je vais être un peu plus de ton côté. Je l'ai dans ma vidéothèque, je l'ai en Blu-ray. Non, mais moi j'avais bien aimé, j'ai bien aimé le délire du film et du caméra à l'épaule total entre Blair Witch et Superman. Après c'est vrai que la fin, bon, ça part un peu en cacahuète, ça je vais pas le dire au contraire. Mais sinon, moi j'ai bien aimé, c'est un chouette film quand même. Et par contre, est-ce que tu as vu Fantastic Four, donc le malheureux? Oui, mais malheureusement, en fait, je sais pas combien d'années après, je sais pas comment j'ai eu l'occasion de le voir, mais je me suis dit, il faut que tu le vois, il faut que tu fasses ton analyse. Et je l'ai vu, et je l'ai oublié. Tu as regretté de l'avoir vu. Je l'ai oublié, je ne me rappelle plus c'était quand. Oui, donc notre ami Josh Trank est en train de sortir un nouveau film, et pour le coup il a trouvé le plus malin de en interview cracher sur ses anciennes productions. Je suis tellement contente qu'il n'ait pas fait de film sur Boba Fett. Et moi, je trouve que, tu vois, j'applaudis Catherine Kennedy. Tout le monde lui crachait la gueule à cette femme, mais moi, je l'aime beaucoup. Et voilà, je le dis. Arrêtez de l'embêter. Et elle a bien eu raison. Attends, elle entend que le mec, ça se passe mal sur le tournage des 4 Fantastiques, qu'il s'engueule avec la Fox, qu'il est pas très respectueux, ça te donne pas envie de travailler avec, si la Fox te le dit, quoi. Ouais. Moi, je serais patronne, j'aurais fait pas. Après, je sais pas si, donc il est revenu un peu sur sa production et comment il voyait le truc. Apparemment, il a bossé avec un scénariste qui est pote avec lui. J'ai oublié le nom du scénariste. Et le scénariste était très très fan du comics fantastique, enfin des 4 Fantastiques. Et lui, on avait rien à foutre du comics. Il voulait vraiment faire un truc complètement différent. Ils se sont un peu pris la tête sur ça apparemment. Et après, il disait que la Fox est arrivée avec ses gros sabots et il lui a dit tu vas faire ce qu'on te dit et tu arrêtes de nous faire chier. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il déjà à la base, à la sortie du film, il se désolidarisait du. Il a été, il a même dit, parce que moi j'ai lu la partie où justement il parle de son histoire sur Mandalorian, sur Boba Fett. Et en fait, il a dit que carrément la Fox l'avait évincé en gros du tournage. Ça arrivait à un point où genre, tu vois, c'était un peu comme Kassovitz là, sur le film avec Vin Diesel, où genre il était dans un coin, il pouvait même pas aller sur le plateau, c'est pour lui. Oui, parce qu'il y a un deuxième réal qui est arrivé qui a fait les reshoots et qui a fait le. Mais le mec, au lieu d'essayer d'être malin et de négocier, d'arriver à placer des trucs de manière détournée ou autre, forcément, dans ce qu'il dit, tu sens que le mec il s'est bloqué et tout, donc c'est sûr que ça va pas aider les trucs. Les gens comme ça, il faut arriver à prendre des manières détournées un peu sucrées pour te mettre dedans. Donc c'est sûr qu'après il s'est fait griller, je pense un peu. Et puis c'est très très con d'aller râler aussi, tu le gardes pour toi, quoi. Oui, là il va se faire. C'est très gamin en fait. À mon avis, il va se faire. Il est grillé des grosses boîtes. Si en plus il part derrière, à la fin du tournage, il crache sur les productions. Ils aiment pas ça Hollywood. Et il a dit qu'il était allé voir les producteurs d'Amazing Spider-Man au moment où c'était encore en tournage du 2, je crois, et qu'il avait proposé un Venom un peu lui il pensait un peu à la The Mask de Doug Monk et je sais plus qui c'est qui fait Venom en comics du coup, donc un truc vraiment plus adulte et tout, et que on leur a envoyé chier. C'est facile de dire ça maintenant que Venom est sorti. Mais moi, tu sais, je suis allé voir Sony, je leur ai dit, non mais moi, je vous fais un Spider-Man 4 qui suit les trucs de Sam Raimi. Et ils m'ont dit non, on va te faire foutre, tu vois. Moi aussi, je peux raconter des fausses histoires. Ah ok. Donc j'avais pas lu l'article en entier. Et ce qui est marrant, c'est que c'est qui c'est qui joue Al Capone, parce qu'en fait, il est en train de sortir un film sur Al Capone. Qui est-ce qui joue Al Capone dans son... Je sais pas, De Niro. Non, c'est Tom Hardy. Ah super, j'ai pas envie de le voir. Moi ça me donne bien envie. J'aime beaucoup Tom Hardy. Bon, même si j'ai un peu déchanté avec Venom, mais pourquoi pas. Ouais, je trouve... J'avais déjà... je vais vous conseiller, si vous l'avez pas vu, Légende, un film sur c'est des jumeaux mafieux anglais, qui est assez... il est assez intéressant, il est assez cool. Donc si vous avez l'occasion,
regardez Légende. Donc bah voilà, Josh Trank qui crache sur. Non mais tu sais bien ce truc, c'est genre garde-le en privé quoi. Enfin, ça sert à rien de toute façon. Ça va te tuer ta carrière plutôt que d'essayer d'amener de la justice. On sait bien comment ça marche. C'est dommage parce qu'il avait du potentiel quand même. Enfin, bon, même si vous avez pas aimé son film, il y a, je pense qu'il y avait des bonnes idées, il y avait des trucs à sauver dans Chronicle. Donc ouais, c'est un peu. Ouais, mais ça montre que c'est pas facile de bosser dans ce milieu-là. Il faut que tu arrives à trouver le bon compromis entre tes choix artistiques et ce que le studio veut t'imposer. C'est pas facile. Et j'ai entendu dire aussi qu'il avait planté exprès la production de Chronicle 2 pour pas faire de suite. Et parce qu'il voulait partir sur autre chose. Et il a fait exprès de faire planter sa prod. Enfin, c'est un peu. Après, je sais pas ce qu'on pense les autres. Comme parti pris. Si quelqu'un veut réagir. On va rester. Ouais, vous avez quelque chose à dire sur Trank autour de la table virtuelle? Nope. Non, pas plus que ça. Non. Cédric? Non. À part que les 4 Fantastiques, moi je me suis bouffé vraiment une bonne dizaine de fois. Donc. Ah oui, c'est vrai que tes enfants l'aiment bien. Mes enfants adorent. Ouais. Enfin, moins maintenant, mais c'est vrai que quand lui il avait 5 ans et elle 8, ils se le sont bouffés un paquet de fois, ouais. Mais il est nul ce film. Mais ils avaient 5 ans et 8 ans. Donc à l'époque. Tu leur as pas montré les autres Si, on les a regardés là sur Disney Plus là. Ouais, c'est mignon. Et moi j'aime bien le Silver Surfer. Mais eux ils voient. Attends, j'ai pas vu le 2. J'ai vu on a regardé que le premier. Ils ont aimé, mais à cet âge-là tu fais pas gaffe quoi. L'autre il s'éclate tout autant quoi. Donc bon. Non mais après il est pas si mauvais que ça, il est pas intéressant, mais c'est pas une bouse. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de trous dans le film en fait. Ouais, et puis tu vois les reshoots. Tu vois le moment où comment elle s'appelle Kate Mara. Kate Mara, ouais, elle a pas la même coupe de cheveux. Elle a une perruque. Non mais c'est sûr qu'il y a des problèmes, mais c'est pas ouais, ça se laisse. C'est pas une horreur à regarder. C'est pas un mauvais moment. Enfin, je suis pas d'accord. Tu te fais chier, mais c'est un mauvais moment devant. Bah ouais, ma foi. Je sais pas. Je suis allé faire pipi un moment. On l'a vu au ciné en plus, je crois. Oui. Ouais, on l'a vu au ciné. Ça m'a fait comme la nouvelle version de Hellboy, tu vois. Quand je vais faire pipi au milieu d'un film, c'est que. Ne parlons pas de ce. La vie intime. On va rester dans les. À moins que Phil t'aies un truc à dire sur. Non, il y avait rien à dire. Hein. C'est pas vu sa filmographie, c'est pas grave ce qui lui arrive. J'ai envie de dire. J'ai pas du tout aimé les 4 Fantastiques en plus. Je comptais pas le voir et puis un jour je suis allé au McDo, ils me l'ont offert parce que tu sais ils donnent des DVD gratuits. C'est comme ça que je l'ai eu aussi, ouais. Ouais. Par contre, moi je l'ai pas montré à mes gamins parce qu'il y a quand même la scène où t'as Johnny qui est sur une table en train de cramer, en train de hurler. Je me suis dit mais ils vont faire des cauchemars si je leur montre ça. Donc j'ai jamais osé leur montrer, tu vois. Ah ouais. Non mais moi ils arrivent à faire la différence. Enfin ils savent que c'est du cinéma et. Bon, dans la limite du raisonnable, je vais pas leur foutre Shining ou un truc comme ça, mais... ta fille, elle avait 10 ans, elle voulait regarder Annabelle, donc... Oui, parce que ses copains l'ont regardé, mais bon, elle le regardera pas. Surtout parce que c'est un mauvais film. Hein, ouais, voilà. Montre-lui Alien, plutôt, tu vois, si tu veux des trucs. Ou l'antre de la folie. Pour savoir comment tu es né, bah voilà. On va passer sur un autre truc. Tu vas y arriver. Moi, je pense faut même plus appeler ça des films. Je pense que c'est des. Enfin, pour l'instant, on l'a pas vu, donc c'est encore New Mutant. C'est New Mutant. Donc la fameuse Arlésienne. Non, mais du coup, tu l'as dit. Faye a dit ça va arriver en VD, ça va arriver en VOD. On a eu cette semaine une news comme quoi finalement ça arriverait bien en VOD. Ouais. Et on a eu aujourd'hui une news comme quoi non en fait ça arriverait pas en VOD. C'est démenti par Netflix, par Disney, qui pense toujours à une sortie une sortie ciné apparemment pour New Mutant, qui n'a toujours pas de date, qui n'a toujours pas de enfin bref. Ou sur Hulu ou sur Disney+. Non mais ce film c'est quand même un truc de fou parce que on en a parlé pendant un moment, d'un coup on en a plus entendu parler, d'un coup c'est ressorti les placards, tiens ça sort le 1er avril. Ça pouvait pas s'inventer ça quand même. Et après, qui aurait misé sur un confinement pour empêcher la sortie du film? Enfin, c'est vraiment un truc de fou ce film. Mais je suis sûr qu'en fait, le jour où on verra ce film, si on le voit, on dira c'est pas si nul que ça, parce qu'à force on s'est tellement monté la tête et tout. C'est ça. Mais c'est peut-être possible hein, parce qu'il y a plein de. Le dernier trailer qu'on a vu. Ouais, le dernier trailer est pas mal. Les acteurs sont pas si mauvais. Anna Taylor-Joy, elle joue pas
mal que ça. L'autre de Game of Thrones, excuse-moi. Bon, l'autre de Game of Thrones, effectivement, elle est pas géniale, mais du coup, moi, il y a plein d'indicateurs qui me poussent vers le truc. Ça pourrait être une bonne surprise, quoi. Est-ce que Phil, est-ce que c'est un film que tu attends ou que t'as mis définitivement dans la pile des trucs que tu regarderas pas? Ah non, franchement, ça serait vraiment le seul que j'attends en fait, parce que c'est du Disney, mais ça a été fait par la Fox, c'était avant que ce soit racheté. C'est ça. Et donc la Fox est en train de faire des films assez sombres, je trouve, comme Logan. Et je me dis peut-être qu'ils se sont dit, on va aller sur ce créneau parce qu'il y a de l'argent à se faire. Ça sert à rien d'aller sur l'humour parce qu'il y a déjà Marvel dessus. Et je me dis qu'il y avait peut-être du potentiel, il y a peut-être quelque chose à faire. En plus, les acteurs sont pas mauvais. Même la nana de Game of Thrones, je trouve qu'elle a été bien castée pour ce rôle-là, pour jouer Reign. Non, il y avait du potentiel, franchement. Ouais, s'il sort au ciné, je pense que j'irai le voir quand même. Ouais, ça change un peu de ce qu'on a. Moi, je sais que la dernière bande-annonce que j'avais vue m'avait tenté, quoi. Alors que la première, bof, mais la dernière, vraiment. Et puis, j'ai commencé les comics avec les Nouveaux Mutants en plus. Donc, première page que j'ai lue, c'était les Nouveaux Mutants. Donc, il y a un petit côté. En plus, c'est bien ça. Celui de Sienkiewicz ou les vieux Nouveaux Mutants J'ai commencé avec un épisode d'Arthur Adams et un deuxième de Bill Sienkiewicz. J'ai eu 2 titans d'un coup. Et les deux, j'ai accroché au personnage, à ce qu'il représentait, et puis j'étais dans la même tranche d'âge à l'époque. C'était il y a très longtemps. Et voilà, donc j'étais à fond dans les Nouveaux Mutants toute mon adolescence, et le film avait l'air prometteur en tout cas. Ok. Twip, ça te parle toi les Nouveaux Mutants Du tout. Non, franchement, les trucs comme ça, non, ça me dit plus rien en fait. Je sais pas, je suis même pas l'actualité. Maintenant, je le verrai, j'irai sûrement pas le voir au cinéma parce que voilà, ça me tente pas de base. Mais ouais, je le verrai. Tu croises avec ton tonton des Amériques gratuitement voilà. Dans un coin sombre d'internet, tu le regarderas comme ça. Ouais, voilà, c'est ça quoi. C'est pas un truc que j'attends quoi. Tiens. J'attends par exemple Moon Knight sur Disney, tu vois par exemple. Ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vont faire, donc ça me tente à fond. Et l'autre Arlésienne du super-héros dont on va parler ce soir, du père père McFarlane. Voilà, c'est ce que j'attends. Alors, ça peut pas être pire que le film. Oh putain. On a bien. On va reparler du film. On va en reparler, génial. Ouais. on a fait l'erreur de vouloir le revoir. Mais j'avais gardé un bon souvenir, j'avais vu quand c'était sorti. Non, on en parlera tout à l'heure. Ne spoil pas. On va rester dans les bonnes nouvelles. Enfin les bonnes nouvelles entre guillemets. C'est donc la San Diego Comic Con qui avait annoncé que finalement il y aurait pas de convention à cause du Covid. Comme il y a beaucoup de conventions qui l'ont fait, elles ont annoncé qu'il y aurait une édition en ligne. Du coup ils vont faire plusieurs événements en ligne. Je sais pas si les marques vont faire des panels et tout un peu comme l'E-Cube le fait. Ou Star Wars Celebration par exemple, on avait les panels aussi retransmis sur YouTube. D'ailleurs, je pense que cette année, peut-être, ils vont faire des trucs comme ça. S'ils partent sur un truc comme ça, a priori, ça pourrait être un truc comme ça. Moi, j'en parlais parce qu'il y a une, c'était la Clermont Geek Festival, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui malheureusement, c'est pas fait. Et ils ont décidé de quand même, pour les artistes, donc qui devaient être là, ils ont proposé d'ouvrir un groupe Facebook. Et du coup, ils mettaient des commissions en ligne, en plus des commissions, enfin des ouvertures de commissions pour des trucs pas trop chers, hein, avec des artistes plutôt cool. Moi, je pense par exemple, il y avait John Lancry qui a un style que moi j'aime beaucoup, qui faisait des bustes à 50 €. C'est pas trop cher pour ce que c'est. Et du coup, il y avait plein d'artistes comme ça qui proposaient des commissions. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Et si je sais pas si la San Diego Comic Con va faire ce genre de truc, mais même s'il y a d'autres petites des autres petits festivals qui nous écoutent, genre Génération Star Wars et science-fiction, ils ont fait ça en fait. Ils ont fait tous les panels et tout via internet. Chaque année, ils font des ventes aussi caritatives pour donner pour les hôpitaux, pour aider aussi, je crois, les enfants
autistes, il me semble, trisomiques, je sais plus. Enfin, il y a une association qui bosse avec eux. Ouais. Et vraiment, voilà, ils ont tout fait pour essayer de continuer la convention. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée. En plus, ça permet à des gens qui peut-être ne pouvaient pas se rendre sur place pour X ou telle raison, d'avoir pu participer à ce type d'événement. Donc ouais, mais je trouve ça bien qu'ils gardent le côté événementiel un peu. Et peut-être qu'on aura le droit à des trailers ou à des trucs cool de la part de Marvel d'ici, ou même d'autres. Parce qu'au final, la San Diego Comic Con, c'était devenu un peu la mecque du cinéma, plus que vraiment séries télé, que le comics. Le comics, c'est un peu plus New York, l'endroit où il fallait aller pour voir les trucs cool. Mais ouais, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Moi, je trouve ça cool. Ça vous parle? Est-ce que ça vous fait réagir autour de la table? Vous avez un truc à dire? Surtout, ne vous battez pas. Ouais, ça pourrait être pas mal, je pense. Ça pourrait être pas mal, des petites vidéos, en fait, comme certains fans font déjà, à tourner autour des figurines qui sont exposées, par exemple, à San Diego Comic Con, parce que moi, j'aime bien les figurines. Donc ce serait pas mal, ouais, par panel et par marque, ce serait cool. C'est cool, ouais. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Phil, tu voulais dire quoi? Alors qu'ils viennent en aide aux artistes, je trouve ça très bien en annulant pas tout, mais en tant que fan, je veux dire, une convention, ça se vit, tu vois, faut être dans la foule, faut croiser les artistes, je veux dire, un dessin de Laurent Lefebvre, si t'es pas à côté de lui, qui t'explique pas comment il bosse, qui te parle pas de son art, c'est pas intéressant, finalement c'est juste un dessin, quoi. Donc je trouve que il manque le contact physique, et c'est dommage. C'est sûr, mais bon, là, on est dans une époque malheureusement. Ah bah oui, c'est pour ça que je te dis, si ça peut aider les artistes, c'est une bonne chose, tout ce qu'ils font à ce moment-là. Pour les artistes, oui, c'est bien. Pour les pigeons et les clients comme nous, qui aimons acheter et tâter du livre, c'est un peu dommage, quoi. Ça reste du virtuel quand même. Ouais, c'est à défaut, quoi. Mais bon. Ouais, bien sûr, ouais. Et, mais ce qui serait bien, ce serait qu'ils fassent quand même des conférences en ligne ou quoi, et qu'ils mettent ça en ligne, ce serait sympa, ouais. Parce que moi, ça m'intéresse tout le temps, les panels, les conférences. J'aime bien quand on te parle un peu des quiz, de comment c'est fait. Je trouve ça intéressant. Parce que moi, la foule, je m'en fous, ça me fait peur. Mais après, aussi, San Diego, c'est quand même là où ils annoncent pas mal de trucs pour les comics, en tout cas. Ouais, d'habitude, c'est là qu'il y avait toutes les grosses annonces. Voilà, que ce soit en film, en série ou en comics livre, quoi. Donc, ce serait quand même pas mal qu'il y ait quand même quelques annonces, quoi. Ouais. Ok. Du coup, on parlait un peu de ce qu'on faisait à l'étranger au niveau de la CDCC, là, du coup, pour le coup. Mais il y a une petite news qui est tombée que je trouvais assez intéressante. C'est comment gérer le monde du comics, mais espagnol. Et là, c'est ECC Comics, donc c'est le urban espagnol, en fait, si on peut associer ça comme ça, donc qui propose pour l'espagnol, qui a demandé à plein d'artistes espagnols, et du coup pour le coup des artistes qui bossent en comics espagnols, il y en a pas mal. Le plus connu, je pense que pour l'instant, ça va être Michael Janin, je ne sais pas comment on prononce, je m'excuse par avance, donc qui bossait sur Batman. Il est encore sur Batman, je sais plus. Toi qui est à la pointe de l'actu, Cédric? Je crois pas qu'il soit sur celui de Tynion Form. D'accord. Ah oui, c'est vrai, oui, il avait changé effectivement là. Oui, depuis le 85, c'est plus Tom King. C'est vrai, j'avais oublié. Donc du coup, qui était avec Tom King sur Batman. Et en fait, c'est donc ECC Comics a demandé à pas mal d'artistes de faire des illustrations, et à David Rubin, qui est un artiste très 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 chouette, de faire toute une histoire autour de Superman et autour des travailleurs essentiels, donc tous les gens qui ont continué à travailler pendant le confinement. Donc je pense aux soignants, aux gens dans les supermarchés, tout ça. Et apparemment ils vont faire ça, et ils vont les distribuer quand les magasins sont disponibles. Ils vont les distribuer dans les comic shops espagnols, et je trouve ça cool. Donc bravo les Espagnols. Vous pourrez retrouver du coup toute une histoire autour de Superman et des travailleurs essentiels, comme je vous disais.
pendant la pandémie de David Rubin et des cartes avec Batman et Superman avec Michael Ranin, Paco Raco et Jesus Merino. Donc voilà, je trouve ça cool et en plus j'ai vu les images traîner sur le net, c'est plutôt joli. C'est vraiment sympa. Donc je trouve ça vraiment cool comme parti pris. Nous en France on attend encore le FCBD donc qui a été annoncé pour le mi-juillet je crois. Ouais, début juillet je crois, le 4 juillet ouais. 4 juillet voilà. Donc vivement le 4 juillet pour qu'on puisse tous aller dans nos comic shops récupérer des comics gratuits. Et Faye continuera à rester elle va rester confinée jusqu'en 2023. Je regarderai Independence Day, voilà. Ah oui, c'est vrai, le 4 juillet, j'avais oublié. Ah, tu me ramèneras s'il y a du Star Wars, tu me ramèneras. Bon non, moi je prends le Star Wars. Tu donnes Star Wars. On va finir ces petites news avec un truc donc bon c'est un teaser pour une news qu'on parlera peut-être plus longuement la semaine prochaine. C'est notre ami Sean Murphy qui annonce sa série en creator owned en financement participatif. Donc ça va s'appeler, excusez-moi, t'as le ok. J'ai le ok, ouais. Ça va s'appeler The Plot Hole. On n'a pas eu trop de news pour l'instant, à part 2 couvertures. Et forcément, c'est du Murphy, donc c'est ultra beau. Et Tweep me disait que ce sera disponible vendredi normalement sur Indiegogo, donc le financement participatif. Tu sais s'il sera disponible pour, je sais pas si Indiegogo ça marche pour les Européens. J'ai créé mon compte déjà, oui, donc je présume que oui. Voilà. On verra les frais de port. Ouais. Mais en tout cas, donc tu as déjà prévu tu ne connais pas les paliers, t'as déjà prévu de backer. Ah ouais. Ça, ce sera samedi chez nous, ou ce sera vendredi, peut-être dans l'après-midi, je pense, parce qu'il est du côté de New York, donc voilà, ouais. Faudra se tenir prêt, les gars. D'accord. Phil, c'est ce que Sean Murphy, ça te parle? Oui. C'est quoi le dernier truc qu'il a fait? C'est son truc sur Batman, là? C'est White Knight, ouais. Ouais. Oui. Oui, j'aime bien ce qu'il fait, mais oui. J'ai pas créé de compte, on va dire. D'accord. Et je pense qu'il en a pas besoin, il va y arriver. Oui, mais en fait, c'est la question que j'avais un peu, que je me posais. Je me disais, mais c'est bizarre de la part de lui qui fasse du financement participatif. Parce que, à mon avis, tu t'appelles Sean Murphy, tu vas voir Image et tu leur dis, j'ai envie de faire un creator owned, vas-y, financez-moi ma série. Et à mon avis, il va pas attendre longtemps avant d'avoir une réponse, et une réponse, forcément positive, donc, a priori. Je t'ai pas dit tantôt, mais c'est son 3e déjà. Ah ouais? J'ai les 2 premiers, bien sûr. Donc voilà, dont le deuxième avec son ami Scott Snyder, qui est représenté d'ailleurs dans la courte histoire qu'il a fait dedans. C'était Under the Hood, et le premier c'était Café Racer, où j'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus. Donc voilà, ouais, non, mais tout sera en lien dans la description si vous voulez les jeter. Il aime bien faire ça. En même temps, c'est ce que je t'ai dit, il perd de l'argent à essayer d'éditer ça chez quelqu'un, quand on sent comme ça, voilà quoi, il perd pas d'argent, quoi. Ok. Bah tant mieux pour lui. Ouais. Et tant mieux pour les gens qui vont backer. C'est vrai que ça te parle. Est-ce que tu serais prêt à mettre de l'argent comme ça dans un financement honnêtement, le seul problème moi que j'ai là, c'est que c'est de la VO, et moi la VO je me suis pas encore mis. Après oui, un financement participatif de Sean Murphy, oui, j'irais si mettons Comics Initiative sortait un truc comme ça, oui, j'irais de suite, ça c'est clair. Ok. Après, je suis pas un fan ultime non plus de Sean Murphy. J'aime bien ce qu'il fait, c'est pas mon préféré, quoi. C'est pas ton kink ultime autour du. Ok. Bah, si en plus il y a Scott Snyder avec, ça fait peur un peu quand même. Ne sois pas méchant avec ce bon vieux Scott. Non, c'était sur l'histoire d'avant, Phil. C'est pas sur celle-ci. Ici, il est tout seul. Il écrit et il dessine. Non, t'inquiète. Okay. C'était juste le petit truc indé qu'il avait sorti
il a voulu faire croquer son pote Scott Snyder, et en fait il l'a dessiné. D'ailleurs tu retrouves vraiment la tronche de Scott Snyder avec Sean Murphy dans sa voiture en train de démarrer du garage. Ouais. Mais sinon non, rien à voir. Il y a une fin, la fin est bien. Et c'est pas le cas avec Snyder tout le temps, donc voilà. Ok. Voilà, petite pique un peu gratuite sur notre ami Snyder. Moi j'aime bien le travail, même si j'ai pas encore eu la chance de lire Metal. Il traîne chez moi. La chance de lire Metal. Oh mon dieu. Cette phrase est bizarre. Oh mon dieu. Je l'ai pas lu encore, on va peut-être passer aux questions un peu habituelles qu'on fait quand on a des invités. Et bah du coup, comme vous êtes deux, on va poser les questions pour tous les deux. On va voir qui commence. Du coup, bah la question, vous y avez un peu répondu. C'est comment vous avez découvert les comics. Et du coup, bah Twip, tu disais que c'était avec Spawn que t'avais commencé. Ouais, Spawn, Spider-Man. Mais moi, c'est ce que je dois expliquer. En fait, j'ai commencé assez tard en fait. C'est pas comme Phil. J'ai pas un historique Strange, Nova, tout ça malgré que j'ai l'âge. J'ai commencé avec du Semic et du Panini en fait en 2002. Donc ouais, okay. C'est très tard pour le comics, même si j'ai un passé un peu de BD quand même, normal quoi. Donc ouais voilà, j'ai commencé avec Spawn en 2002 et avec Spider-Man chez Panini. Ok, et c'est quoi la première claque que t'as eu en BD, enfin en comics du coup, où tu t'es dit ah ouais c'est vraiment ce médium là que j'aime, c'est vraiment le comics vers le enfin qui me passionne plus que le manga ou la franco-belge du coup. Bah le truc c'est que c'est pas comme maintenant on va dire que c'est plus ou moins facile de commencer les comics. Moi j'ai commencé Spawn au numéro 68-69, donc j'avais 120 numéros américains dans les dents. Donc tu t'accroches parce que tu comprends pas tout, t'essayes d'aller rechercher des trucs avant, tu continues tous les mois. Spider-Man la même chose, les portes d'entrée elles sont pas les mêmes que maintenant, donc c'est quand même assez chaud. Ouais, après en parlant toujours de Spider-Man, une première claque c'était ce que Straczynski il a fait sur le run de l'autre. Là j'ai une grosse claque quoi, ouais. À l'époque c'était vraiment violent, ouais. Ok, et du coup toi Phil, comment t'as découvert ta découverte des comics? Bah moi comme je disais tout à l'heure c'était avec les Nouveaux Mutants, Lug dans les années 80, au milieu des années 80. Ouais. Et j'ai accroché à la deuxième lecture en fait, parce que la première lecture ça m'intéressait pas spécialement. Et un jour que je m'ennuyais, j'ai relu le bouquin parce que j'avais que ça à faire et j'ai accroché, mais tout de suite, je sais pas pourquoi, il y a eu un déclic qui s'est fait. Et pourtant, l'épisode que je lisais, c'était la deuxième partie d'un crossover avec les X-Men. Je ne connaissais aucun personnage. C'est quand ils vont à Asgard en fait. Et aujourd'hui, tout le monde connaît les X-Men ou les Vengeurs, mais à l'époque, Serval, je savais pas qui c'était, Wolverine, Tornade, Cyclope, inconnu au bataillon. Et j'ai accroché. Et du coup, ta première claque du coup en comics, est-ce que ton souvenir est plus fort? Alors, je dirais que c'était justement dans les Nouveaux Mutants, Bill Sienkiewicz, le dessinateur un peu très spécial d'ailleurs, qui faisait pas l'unanimité à l'époque. Et j'ai accroché directement à ses dessins, mais je sais pas pourquoi, ça me parlait, cette espèce de noirceur. Tu sais, quand t'es adolescent, là, tu penses que le monde entier te déteste et que Bill Sienkiewicz avait compris mon malheur. Et je me retrouvais complètement dans ses dessins. Il avait un côté assez film, c'est-à-dire c'était plein de petites vignettes où il décomposait le mouvement de quelqu'un qui tombait, ce genre de choses. Et voilà, il y en a certains, ça les rebutait. Moi, au contraire, ça m'a permis d'entrer dans le monde des comics. Ok. Et du coup, est-ce que t'as un scénariste et un dessinateur préféré, du coup, maintenant, avec tout ce bagage comics tu es derrière ça? Alors, c'est marrant, j'étais à un podcast il y a pas longtemps, celui de G, et j'ai répondu Chris Claremont et Bill Sienkiewicz, parce que justement, ils bossaient à l'époque sur les Nouveaux Mutants, et j'étais fan des Nouveaux Mutants. Ouais. Et autant je garderai Bill Sienkiewicz, autant en ce moment, je suis en train de me refaire pas mal de vieux bouquins que j'ai pas lus depuis un petit moment, et
Et je veux dire, Alan Moore est quand même au-dessus du game. À chaque fois que c'est écrit Alan Moore sur un bouquin, mais ça a tombé par terre. Il a 1 milliard d'idées. 1 milliard d'idées. Tu es en train de faire hurler Cédric qui déteste Alan Moore. Promethea et compagnie, top 10, mais c'est complètement fou. Top 10, ça fait un moment que ça me chauffe, ça. Bon, après, faut aimer le viol, hein, évidemment. Dans tous ces bouquins, il y en a dans tous. Mais voilà, c'est... Non, franchement, Alan Moore... dur de rivaliser. Simkevich et Alan Moore. Et pour toi, Twip, donc un scénariste et un dessinateur? Le dessinateur, ça va être facile. Normalement, il y a quand même Jim Lee au-dessus de Sean Murphy. Mais bon, on va dire quand même Sean Murphy, allez. Et ici, en scénariste, Rick Remender, je pense que c'est celui qui me met le plus de claques depuis un certain moment. Je pense que c'est le gars qui est au-dessus du game, quoi. Ok, des très bons choix. Je ne peux qu'approuver. Et du coup, juste à dire que Jeff Lemire est quand même vraiment pas très loin non plus. Ah ouais, les meilleurs, c'est. Ouais, mais faut voir sur la durée, parce que c'est vrai que moi aussi, à chaque fois, il me troue le cul. Mais est-ce qu'il peut tenir le rythme comme ça? Est-ce qu'il peut être bon tout le temps? On verra, mais c'est vrai que c'est Black Hammer, par exemple. Moi, je trouve que Lemire, justement, c'est de mieux en mieux. Enfin, Lemire, au début, c'était déjà bien, mais plus il avance, moi, je trouve que il est en train de monter dans mon classement, moi, perso, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je lis un truc de lui, je suis encore plus soufflé par rapport à ce qu'il a fait avant, quoi. Je trouve qu'il fait que s'améliorer, le garçon. Toi, non, Gideon Fall, c'est les meilleurs, oui. C'est les meilleurs, oui. Déjà. Rien que pour ça. Donc voilà, oui. Alors, ok. Bah, c'est très bon choix. Et du coup, Twip, qu'est-ce qui t'a donné envie de sortir ta caméra et de faire, de parler de comics aux gens? En fait, j'ai été un peu inspiré par deux gars, deux Français à l'époque qui faisaient des vidéos, Philippe et Philippe. Je sais pas si vous avez connu. Si. Et bah, de Arkham. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait pas grand monde, en fait, à l'époque. Vu que j'ai quand même commencé en 2012. Ouais. Donc voilà. Ils m'ont un peu donné envie et j'ai entraîné, mon libraire, donc JP, de chez Bellibid à la Louvière, ici en Belgique. Et je l'ai lancé dans le délire et il m'a dit ouais tout de suite, et donc voilà, quoi. Ah oui, parce que c'est vrai, j'avais oublié ça. Il y a un moment où c'était plus donc c'était en direct de l'asile. En direct de l'asile, ouais, en 2012, et on en a fait quand même pas mal. Et après on a arrêté parce que voilà, on n'avait plus trop le temps, et moi j'ai continué tout seul ici dans mon grenier, quoi. Ok. Parce qu'il y avait tout un moment où on ne voyait pas du tout, en fait, t'avais pas le masque encore, parce que pour les gens qui n'auraient pas vu de vidéo de Twip, tu es masqué, t'as un masque de V pour Vendetta. Et au début, si je dis pas de conneries, dans Direct de l'Asie, tu te filmais tu parlais depuis la. Moi je filmais, donc j'étais tout le temps derrière la caméra. Et puis disons, je crois que c'est en Direct de l'Asie déjà numéro 7, numéro 8. Je fais une apparition en V for Vendetta parce que j'avais le chapeau, la moumoute, long cheveux noirs et le masque encore pas découpé. Et donc j'avais fait une apparition dans une émission. Ok. Et après voilà, quoi. Et du coup pourquoi, après si tu veux pas répondre c'est pas grave, je couperai. Mais pourquoi le masque? On m'a déjà demandé. Moi je m'étais fait interviewer par une chaîne locale télé, en fait, qui faisait un gros reportage sur plein de choses, dont des gars qui se déguisent en Ghostbusters, donc rien à voir. Et ça parlait un peu comics, et donc il m'avait interviewé, et j'avais dit, en fait, je sais pas pourquoi j'avais lâché ça, parce qu'en fait ma ville, c'est Binche. Je sais pas si vous avez déjà entendu le carnaval de Binche en France. Non, ça vous dit rien. En fait, t'as le carnaval de Rio et t'as le carnaval de Binche, quoi. En fait, il y a. Enfin, après, je pense que vous avez Maubeuge aussi qui est pas mal. Mais Binche, il est quand même au patrimoine de l'UNESCO, donc voilà. Et
Donc voilà, je me suis dit masque, carnaval, j'étais rentré dans ce délire-là. Mais sinon, c'est plus un délire pour rester anonyme et simplement, voilà, pourquoi pas être reconnu, mais rien, on va dire, pour les paparazzis, quoi. C'est pas. D'accord. C'est pas puis sortir du lot un peu, peut-être. Voilà. En même temps, en fait, c'est ça que j'avais dit aussi dans l'interview. On parle de super-héros, les gars ils sont masqués, tu vois, on se pose pas trop la question. Et ouais. Donc voilà quoi. Je trouvais le délire assez sympa d'être masqué pour parler de super-héros. Ouais, mais c'est logique, c'est logique. Et du coup toi, Phil, donc rétrophile, qui au départ faisait des vidéos sur je vais faire exprès de dire la mauvaise marque, comme ça il va gueuler, sur l'Amiga. Allez, au revoir. C'était génial. Merci, à la prochaine. Salut. Donc non, sur l'Atari. Donc Atari ST, c'est ça, tu fais des vidéos autour de des. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup, bah les deux, hein, les tests de jeux vidéo et puis après parce qu'en final quand on regarde tes tests de vidéo et les rétro comics comme tu les appelles maintenant, enfin et ça a pratiquement rien à voir au final. Ouais, mais en fait si j'ai voulu faire des vidéos, c'est parce que j'en ai toujours fait en fait depuis que j'ai eu une caméra, c'est-à-dire je sais pas depuis quand, peut-être que j'ai 20 ans. J'ai toujours filmé, que ce soit des délires avec les potes, des trucs qu'on finit sur internet mais que personne n'a jamais trouvé heureusement. On a fait des sketchs et tout. Rétrophile. Et hein? Non, je suis en train de taper rétrophile sur. Non, tu trouveras pas. C'est ça qui est fou. On va chercher. Et notamment, il y a une vidéo sur le 11 septembre sur ma chaîne où je mets des extraits justement où je suis en train de me promener vers le Mont Blanc et je raconte mon périple. Et ça en fait partie par exemple. C'est le genre de truc que je faisais. Et en fait, j'ai toujours fait ça depuis toujours. Donc, quand je me suis mis sur YouTube, j'ai fait un truc tout bête. J'ai fait du Squeezie, c'est-à-dire je me suis filmé en train de jouer, mais c'est parce que je voulais tester les logiciels de montage parce que je savais pas trop m'en servir. Je faisais ça un petit peu avec le logiciel Windows à la base. Et puis une fois que j'ai su m'en servir, c'était naturel que je vienne aux comics vu que j'aimais ça, je connaissais ça, et puis j'avais envie de faire des choses qu'on voyait pas sur YouTube comics à l'époque. Ouais. Donc voilà, je voulais incorporer beaucoup d'humour et puis mettre pas mal de blagues que j'avais en tête, comme le mec qui regardait la fenêtre et c'est l'avion qui s'écrase sur le World Trade Center, ce genre de trucs. J'y avais en tête depuis longtemps et je me suis dit tiens, ça serait un prétexte pour délirer en fait les comics, tout simplement. D'accord. Et donc le personnage de Rétrophile est né comme ça. C'est pas un personnage, je suis vraiment raciste et homophobe. Non, ouais. Au fur et à mesure, ça s'est construit. Je me suis dit, ça serait bien que je crée un personnage qui puisse aller loin pour aller loin dans le délire, justement. Ok, c'est très cool. C'est très très cool. Et à noter aussi que j'avais demandé à Phil et il a bien accepté, bien sûr, parce qu'il fait partie des meilleurs, de faire un petit featuring sur une vidéo et on a collaboré sur une vidéo. Donc, c'est cool. Une seule, j'aurais dit deux, c'est bizarre. Ouais. Je sais qu'une fois tu m'as piégé pour Earth 2. Ouais. Non, mais vraiment. Film, je t'expliquerai, lis ce texte. J'ai fait OK. Et après, quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait alors foiré. Et ouais, je pensais qu'il y en avait une deuxième, mais je m'en souviens plus. C'est une en direct de chez WAM, je crois que c'est la 12, parce qu'il y en a un qui est venu commenter il y a pas longtemps qu'il l'avait pas vu. En fait, je commençais la vidéo en disant bonjour, je m'appelle Tup, je suis pédophile. Ouah, ça me dit rien. Non. Ok. Et mais c'est vrai qu'on est là depuis tellement longtemps que moi je me souviens plus de ce que j'ai fait en fait. Hein. Les vidéos des fois, je sais même pas ce que j'ai dit dedans, honnêtement. La même chose. On t'avait fait faire des vieux. Enfin, à l'époque on était encore à fond sur les vidéos. On t'avait fait faire des voix off. Ah oui, ça je m'en souviens. Mais c'est sur votre chaîne que je suis le plus apparu, hein, honnêtement. Ah ouais? Ah ouais, carrément. Vous m'avez appelé 4 ou 5 fois, sérieux? Tu crois, non? Je me souviens de 2 fois. Moi, c'est vieux tout ça. Je suis pas sûr. Il y a une fois, c'était pour l'anniversaire de votre chaîne. Ah oui, peut-être, oui, effectivement. Oh, putain, c'est vieux tout ça. Ouais. Toutes ces vidéos qui ne sont plus sur internet, puisque nous les assommons plus du tout. Ah ouais, carrément.
Moi, je me souviens d'un truc que t'avais fait sur Facebook qui était très drôle, où tu te foutais un peu notre gueule. Putain merde, où tu reprenais un truc de TF1. Eh ben c'était ça pour votre anniversaire, je crois. Ah, t'avais ouais, demandé mais une vidéo à tout le monde et je t'avais envoyé ça. Ok, moi c'était cool. Est-ce que vous avez des questions autour de la table virtuelle? Faye me fait non de la tête. Cédric? Bah pareil, tu me vois pas, mais je te fais non de la tête. Ok. Bon ben, on a fait le tour. Allez vous abonner à la chaîne de Twip et à la chaîne de Phil. Ah oui, si j'ai une question pour Phil. Et je sais que je ne suis pas seul à demander ce retour. À quand le retour de ZX ZXPQ03? Ouais, voilà, ouais. Jamais? Qu'est-ce que tu veux le faire revenir, ce bonhomme? Ah non, j'avais trouvé ça tellement drôle. Enfin, bref. Ouais, mais c'est compliqué, quoi. Une fois que j'ai dû faire 3 vidéos sur lui. Mais en fait, t'as vite fait le tour, hein. Une fois que t'as fait le crétin 3 fois, c'est bon, c'est fini, quoi. Tu peux plus en rajouter. Ceci dit, je reçois encore des commentaires sur des vidéos où des gens m'expliquent, tu sais, à un moment, je dis, Batman a été créé par Stan Lee. Et il y a des gens qui m'expliquent que non, c'est pas Stan Lee. J'ai encore des commentaires, c'est fou. La vidéo a peut-être, elle a pas 10 ans, mais elle a au moins 7 ans. Et il y a encore des gens qui vont pas jusqu'au bout de la vidéo et qui croient que je suis sérieux. Il y a beaucoup de gens qui sont premier degré. Hein. Ouais, c'est fou. Bah c'est marrant. Donc oui, allez vous abonner aux 2 chaînes et puis mettez plein de likes, tout ce qu'il faut sur les chaînes. Du coup, on va passer au dossier, à la review de la semaine. On va vous parler de Spawn. Et Faye, est-ce que tu veux, on fait comment? Je t'avais demandé si tu voulais présenter le personnage. Alors James, je sais qu'aux dernières nouvelles, tu m'as dit fais la review. Ah ouais? Voilà. C'est les dernières nouvelles infos que j'ai eues quand je t'ai posé la question. C'est encore une fois, c'est de l'organisation. On peut parler du perso tout en faisant la review. Hein, c'est pas effectivement. Où est-ce qu'on présente McFarlane avant de... Vas-y, je t'en prie. Tu m'as dit que tu devais t'en occuper. Si vous voulez, vous allez être vraiment à fond dans les coulisses de l'émission. Comment je m'occupe de présenter McFarlane, c'est que je viens de taper Todd McFarlane sur Google et que je vais regarder. Tu crains, moi j'ai pas dormi, mais j'ai quand même préparé des trucs. Et l'autre, je te sur Internet. Non, mais depuis le début, ouais. Ça aurait été un film, le mec il ouvrirait la page IMDb. Exactement. D'ailleurs, je parie qu'il va faire ça tout à l'heure. Alors, Todd McFarlane est canadien, et il a 61 ans, et c'est Cédric qui est mort de rire. Et quel est son signe astrologique? C'est Twip qui est mort de rire. Ah, ok, bah voilà, tu vois les coulisses d'un podcast. C'est la dèche. C'est la dèche, ouais. C'est le confinement, on en a plus rien à foutre. Donc, il a 59 ans, il est né en 61. Et bon, on va pas repartir sur. C'est un dessinateur qui a commencé chez Marvel, qui a un peu changé la donne au niveau du dessin avec Spider-Man notamment, qui avait un peu qui a été vraiment le dessinateur dans les années 90, le dessinateur qui marquait chez Marvel, et à un moment avec ses petits comparses, ils ont eu marre que Marvel leur nique les droits, surtout au niveau des produits dérivés par rapport aux costumes qu'ils créent et aux personnages qu'ils créent, et ils sont allés voir le boss de chez Marvel, et ils leur ont dit ouais bon bah faudrait arrêter de nous faire chier, enfin on veut oui non mais on veut plus d'argent. Ils ont dit on en a gros, donc filez-nous du pognon. Filez-nous du pognon, et bah Marvel leur a dit d'aller se faire foutre. Mais pense aux enfants. Mais personne ne pense aux enfants. Oh. Tu as une émission avec Phil en plus. Qu'est-ce que tu veux penser? Mais il a rien dit. Il a rien dit. Il a été très sage. Il est en train de préparer. Mais ne le lance pas. Il a été très sage jusqu'à présent. Hein bon. Donc avec Mark Silvestri, Rob Liefeld, Eric Larson, Jim Valentino, Jim Lee et Will Portacio, ils ont lancé Image Comics, donc le 3e éditeur comics maintenant actuel.
Et en fait, ils ont tous lancé donc c'était les dessinateurs phares vraiment de cette époque de chez Marvel. Que ce soit Silvestri, Liefeld plus chez les X-Men, je l'ai dit, McFarlane chez Spider-Man, Jim Lee aussi qui a fait un run vachement marquant sur les X-Men, qui avait d'ailleurs tout le design des X-Men des années 90, c'est celui de Jim Lee. Ils ont tous lancé leur série, et McFarlane a lancé Spawn pour ce nouvel éditeur, et ça a super bien marché. Et je pense que si je dis pas de conneries, c'est la série qui est le mieux qui est restée le plus longtemps de tout ce qui est sorti de cette époque de chez Image, non? Ouais. Ah, y a pas Savage Dragon qui résiste bien aussi? De toute façon, je crois qu'il a le record de longévité pour une série indé, je crois. Ouais, il vient avec le numéro 300, en fait, j'ai fait une vidéo dessus, ça vient de passer la barre des 300, donc ouais, c'est la plus longue série indé sortie, et on peut dire aussi que son numéro 1 s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, en fait, et je crois qu'il a encore le record pour de l'indé. Ok. Donc on va être d'accord aussi qu'ils ont changé la face du comics avec Image, et ce qui est intéressant avec cette boîte, c'est que contrairement à Marvel et DC, donc qui promouvoient un peu le fait de on garde nos personnages et on se fait de l'argent un peu pas sur le dos des artistes. C'est peut-être un peu grossier comme trait que je dis ça, mais chez Image, c'est mis en avant le creator own, donc chaque dessinateur et chaque artiste qui crée sa série chez Image, je crois qu'ils ont de l'argent. Je sais plus sur combien de numéros, c'est peut-être 3 ou 4, enfin je dis peut-être des conneries, hein. Enfin en tout cas sur plus, Image garde l'argent sur les tout premiers numéros, et puis après ils rendent à leurs artistes complètement en creator owned les droits de faire ce qu'ils veulent et l'argent aussi du coup pour les artistes. Et ça c'est cool, c'est une bonne c'est ça qu'il faut mettre en avant selon moi. Donc Faye, est-ce que tu veux nous parler vite fait de Spawn? Bah écoute, je vais faire en même temps la review, comme ça sera fait. D'accord. Je pourrais aller me coucher après. Vas-y. Bah en fait, Spawn, c'est l'histoire de monsieur Al Simmons, si ouais. on va bien, qui est un gars, en gros, tu vois, c'est l'américain type, tu vois, il est dans une bonne famille, catho. Je crois qu'il est catho, enfin en tout cas il est... Non, il est athéiste. Athéiste, ou je sais pas, en tout cas il me semble que j'ai lu dans un des trucs que j'ai feuilleté qu'il y avait une histoire de religion. Enfin, dans sa famille, il avait, tu vois, c'est vraiment toute la famille américaine. Non, je crois que c'est la famille de sa femme qui est très religieuse. Bon, bah, alors j'ai rien compris comme d'habitude. En tout cas, le mec, il a été dans l'armée, il a fini dans la CIA, donc parcours classique. Et puis bon, un jour, bah, il lui arrive un petit souci. Il se fait un petit peu avoir et il finit en méchoui. Et là, il finit en enfer. Et il y a un gars, il commence à lui dire vas-y, on fait un pacte, je te rends ton âme et tu pourras revoir ta femme. Le mec, il lui laisse même pas finir. Vas-y, c'est bon, ok, c'est bon. J'accepte ton pacte. C'est Malébolgia qui... Oui, voilà, c'est le diable en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Et du coup, il va revenir sur Terre dans le rôle de Spawn. Et il revient 5 ans plus tard. Et donc là, c'est le début de l'histoire, donc il revient 5 ans plus tard. Et en fait, il se rappelle pas trop qui il était, mais il a une obsession. C'est Wanda, sa femme, il veut absolument la retrouver. Et bon, il va s'apercevoir, bah oui, que bon, elle l'a pas entendu, hein, il est censé être mort. Donc, bah oui, au bout de 5 ans, elle a refait sa vie, donc c'est un peu la tristesse. Mais bon, il va avoir de quoi s'occuper, parce qu'il va devoir gérer des petits soucis en enfer, des histoires de guéguerre, très sympathiques, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais en fait... Pour résumer, Spawn, je dirais que c'est un peu un mélange de Faust avec le côté pacte, ouais. Avec un côté aussi l'enfer de Dante qui vont te montrer justement les différentes strates de l'enfer que tu vas découvrir au fur et à mesure. Tu as tout un vaste univers quand même, ouais. Voilà, dans cette série. C'est quand même des dessins qui sont à retenir, je trouve, parce qu'il y a vraiment un beau travail sur la construction des plans, sur les couleurs. On voit que ça rend hommage à plein de choses. Il y a des fois des planches qui m'ont fait penser à des numéros de Batman.
Et des fois, ça va partir sur toute autre chose. T'as un bestiaire qui va te faire penser à plein d'histoires fantastiques, à la littérature ou autre. Et même à un moment, une créature, ça m'a fait penser à Azul dans Ghostbusters. Ça n'a rien à voir, mais voilà, je vous le dis. Donc ça, c'est les bons points. Après, je dirais que c'est quand même un produit des années 90. Ah, bah, totalement. Et sur les premiers numéros, oui, ça se sent en termes d'écriture. Du coup, en fait, quand je l'avais découvert plus jeune, j'avais beaucoup aimé. Et là, quand je l'ai relu, alors je sais pas si c'est parce que je l'ai lu en cette période-là, où là je suis un peu en période où j'ai un peu du mal à rester concentrée et voilà, je m'énerve facilement. Mais ça m'a très vite lassé. Et c'est pas l'univers qui m'a lassé finalement, c'est l'écriture sur le personnage principal. Parce que, alors mesdames, je vous le dis parce qu'à vous ça va vous parler, vous savez très bien que les garçons, quand ça va pas bien, c'est un peu des gros bébés qui boudent et qui ronchonnent et qui roumèguent, si vous êtes du sud, vous connaissez cette expression. Donc voilà, c'est un peu ça, un peu tout du long, et au bout d'un moment c'est fatigant, vous voyez. Ça me fait penser un peu à Angel, tu vois, dans les premières saisons de cette série. Un peu de ça. Il y a un peu ça. C'est un peu Venom et Batman qui se mélangent. Si on veut grossir le trait. Venom, il est sympa. Venom. Non, mais je veux dire, pour Spawn, le costume est très inspiré de Venom. Voilà, donc au bout d'un moment, tu vois, il est un peu lassant. Et moi, c'est mon problème. Quand je ne m'attache pas au personnage principal, ça a tendance à me faire fuir. Après, je me dis, c'est peut-être parce que je l'ai relu dans les conditions dans lesquelles je suis en ce moment. Mais voilà, j'ai eu un peu de mal. Après, tu vois, quand même, je retiens qu'il y a quand même un super univers développé autour, qui a tout un bestiaire qui est plutôt sympa. Tiens, le fameux clown Violator, et ça, toutes les 5 minutes, il vous dit qu'il est Violator. C'est génial. Mais voilà, non, mais il y a tout, je trouve que le design, il a ce côté super inquiétant. Le comic, ça arrive bien à jouer justement avec cette ambiance, à te mettre direct dans l'ambiance en disant, là, on déconne pas, il y a de la violence, il y a des choses qui font peur, c'est l'enfer, c'est pas les bisounours. Donc soyez dedans. Mais voilà, je suis restée plutôt froide face à tout ça. Mais c'est quand même, voilà, je comprends que ça soit devenu quand même un personnage marquant. Ouais, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Je m'excuse, Twip. Je sais que tu es très très fan, mais moi je pense que c'est une série qui a super mal vieilli. Après peut-être que tu vois, moi je me suis arrêté, mais peut-être que sur les derniers numéros. Ça en fait, du coup, on va vous parler un peu encore une fois, les coulisses de l'émission. Pourquoi on parle de Spawn maintenant? Parce que en fait, on vous l'a dit la semaine dernière, Delcourt a mis plein de numéros 1 gratuits à disposition sur son site, et on s'est dit c'est l'occasion. Peut-être qu'on va donner envie aux gens de découvrir Spawn grâce à cette opération. Et du coup, vu que l'intégrale est offerte, nous on a lu la première intégrale et on ne peut juger. Enfin, moi je suis pas allé plus loin j'ai lu la première intégrale, donc qui fait 500 pages et des poussières. Donc ça fait combien, je sais pas combien ça fait, 10 choses, mais ça en fait pas mal déjà. Et donc est-ce que la question que je voulais me poser en fait, c'est est-ce que avec cette intégrale numéro 1, est-ce qu'on va donner envie aux gens de découvrir le personnage? Et après je vais vous donner la parole, mais c'est une série qui a marqué son temps, ça c'est sûr. C'est une série qui est à l'image des séries qui étaient et à l'image de ce qu'a fait Image en fait. C'était de la grosse baston, des meufs en petite tenue et des gros personnages badass un peu violents, et c'est un peu bas du front quoi, pour être sincère avec vous. On sent que moi j'ai vraiment senti que McFarlane il est pas scénariste quoi. C'est un super dessinateur, mais en tant que scénariste, en tout cas dans ses premiers numéros, on sent qu'il sait pas où il va, il sait pas trop ce qu'il veut faire avec ce personnage, et ça tire un peu trop en longueur. Ouais, non, mais James, c'est normal, quand tu commences, il faut le temps de se faire la patte et tout. Enfin, je veux dire, le problème de ce truc, c'est que ça a les défauts d'une œuvre débutante. C'est surtout ça. Après, je pense que si t'adhères à l'univers, il y a pas de problème pour découvrir Spawn avec ce numéro-là et avoir envie de continuer. Après, je pense qu'il faut être dans le bon état d'esprit. Si tu lis ça en étant un peu stressé, un peu agacé, ou que t'as du mal à te connecter avec le perso, ouais, tu vas sortir. Mais si tu rentres dedans, y a pas de problème. Enfin, demande à nos invités parce qu'on a. Oui, parce que tu veux défendre Spawn et McFarlane.
Non, McFarlane, en fait, à la base, c'est un dessinateur de génie. Après, il y a les gens qui sont pour ou contre. En tant que scénariste, au début, il tâtonne. Après, voilà, ça devient de mieux en mieux. Je sais pas où tu es arrivé dans l'histoire. Mais par niveau. Je me suis arrêté au moment où il se bat avec les gangs de la, enfin les creeps et les nerds, je crois. Ouais. C'était déjà Capullo quand même au dessin. Ça fait déjà un moment que c'est Capullo ou pas du tout? Non, c'était toujours. Moi, j'ai vu que McFarlane pour l'instant. Il arrive plus tard Capullo, je crois. Ouais. Je sais pas, il doit arriver plus tard. Ouais. Tu vois la différence. Limite, tu vois, je préfère les dessins de Capullo. Non, de McFarlane. Okay. Ouais. Après, c'est. Ouais. Bah après franchement après ça devient quand même intéressant parce que ça je te disais en off aussi, ça parle religion, ça parle justement Dieu, Satan, enfer, paradis, tout ça. Donc lui il est quand même assez il veut être neutre en fait, tu vois, Spawn c'est la Suisse et il veut pas faire partie justement de l'enfer ni du paradis et ça qui est assez chouette en fait dans l'histoire de Spawn, l'histoire de sa femme. À un moment il lâche l'affaire, hein, c'est pas que ça dure. Maintenant dans les tout derniers épisodes malheureusement c'est encore revenu sur le tapis, hein, parce que McFarlane voilà quoi, en fait sa femme s'appelle Vanda, sa fille s'appelle Sian. Donc moi ce que je viens de relire ici c'est que réellement quand il écrit Spawn en fait il parle de lui. J'étais un peu choqué en lisant ça, mais ce serait ça quoi en fait. Donc le gars est un petit peu ténébreux, un petit peu croque-mitaine aussi. Donc voilà, ouais, Spawn, c'est vrai que je crois que c'est pas facile d'accès en fait. Je crois que c'est vraiment pas facile d'accès. C'est pas du Spider-Man, même s'il va emprunter les codes de ce qu'il dessinait dessus sur Spider-Man juste avant. Et le symbiote un peu aussi de Venom. Mais sinon, ouais, c'est devenu plus simple avec les tout derniers numéros, parce qu'en fait il y a eu vraiment une grosse période noire en fait que j'ai quand même suivi parce que bon je suis fan. Une bonne 50aine de numéros où en fait ce n'est plus Al Simmons le Spawn, donc Spawn est mort, on peut le dire. Il est remplacé par quelqu'un d'autre, Jim Donning. Et là, ça part dans un truc aussi hyper dark. Donc, moi, j'ai adoré les dessins de Simon Kudranski. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça me dit rien, mais j'irai regarder. Ouais, Simon Kudranski, c'est très photoréaliste, un peu comme Alex Maleev. Ouais. Donc, c'est très fin, mais très photoréaliste. Et alors plus noir que ça tu peux pas quoi. Là on est vraiment dans la noirceur incroyable. Et après cette histoire là il fait revenir de nouveau Al Simmons ici pour le 250. Et là de nouveau c'est Al Simmons qui est aux commandes dans vraiment dans des nouvelles histoires avec sa fille qui a grandi, tout ça. C'était devenu beaucoup plus coloré au début. Et là de nouveau il reprend un dessinateur, il reprend Sean Alexander. Qui de nouveau lui repart aussi dans des dessins hyper noirs, hyper flippants, mais qui sont magnifiques, hein, qui vont vraiment avec le personnage, hein. Donc voilà, Spawn ça dépend. Moi ce que j'ai pas compris, je sais pas si vous aviez l'anecdote, enfin je sais peut-être Phil, ça m'a fait rigoler. À un moment en fait il se serait fait remplacer par un certain Carlton au scénario, et en fait c'était lui, il avait pris un nom de substitution. Complètement fou le gars. Et voilà quoi, ça c'est du McFarlane. Je sais pas pourquoi il a fait ça, alors que c'est lui qui continue à écrire l'histoire en fait. Peut-être bizarrement il a voulu tester ses fans en disant mais c'est quoi cette merde que Carlton écrit, et c'était peut-être lui quoi, tu vois. J'ai pas les infos par la suite, mais l'histoire était quand même assez folle. Donc voilà.
Et si tu devais, il y a un petit minot de 15 ans qui vient de voir et qui dit ouais, j'ai commencé les comics, j'ai lu un peu de Marvel, j'ai lu un peu DC, j'ai envie de me faire l'indé, Spawn ça me tente, tu lui dirais de commencer par les premiers numéros ou il y a une autre série ou un autre Bah là ici ce qu'ils ont relancé chez Delcourt, hein, donc Spawn Renaissance. Ouais. Ça c'est les derniers tomes, je pense qu'on est au 5. Moi j'avais commencé à relire ça en VO, puis j'ai pris un petit peu de VF, puis on est arrivé sur Erik Larsen, malheureusement que je déteste. Ah ouais. Ouais, c'est assez grave. Donc là j'ai complètement abandonné ce qu'il a fait lui. J'ai repris après sa super saga infernale, saga Satan War, qui était absolument horrible, graphiquement dégueulasse. Et donc j'ai repris après ça, et là de nouveau ça redevient bien quoi. Ok. Donc voilà, moi je lui dirais vous avez lu aussi voilà le Spawn au numéro 1 des années 90, des années 90 pardon. Je pense pas que ça a conseillé à un jeune de maintenant qui voudrait commencer Spawn quoi. Même si graphiquement c'est super, je pense pas. Ok. Cédric, comment tu l'as pensé toi comment tu as trouvé cette moi j'étais quand même un peu chaud de le lire parce que ça a quand même une résonance de comics culte un peu, donc je me suis dit que c'était l'occasion et j'ai été gravement déçu parce que je rejoindrais Faye sur le fait que c'est clairement un produit des années 90, mais il y a des trucs des années 90 qui sont pas trop datés. Celui-là est daté, je trouve. Et alors au niveau du dessin, McFarlane, il y a rien à dire, c'est magnifique. Et je trouve que c'est un très bon aussi marketeux. C'est-à-dire que dans ses comics, je trouve qu'il a instauré des poses et tout qui étaient matière à faire des figurines, des produits dérivés, des choses comme ça. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il est bon. Après, scénariste, j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça fade. Il y a que un peu l'histoire justement. Alors au début, l'histoire où il va voir sa femme, voir ce qu'elle est devenue et tout. C'est intéressant. Et après, ça traîne un peu trop en longueur. Comme tu dis, il s'apitoie sur son sort pendant des numéros et des numéros. Donc et c'est la seule partie que j'ai trouvée intéressante. Après, il y a clairement une partie où on dirait du Punisher, quoi, où il prend des gros guns et il va péter la gueule à tout le monde, quoi. J'ai vu aussi pas mal d'hommages à Miller, je trouve, notamment quand on voit les écrans de télé qui diffusent les infos avec le texte à côté. Ça m'a fait penser à Dark Knight à fond. Mais non, je me suis pas accroché au héros. J'en avais rien à faire de ce qui lui arrivait et vraiment les dessins sont magnifiques, mais voilà, c'est tout. Malheureusement, c'est tout, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a très donné envie. Bon, ça m'a pas donné envie de lire du Spawn, mais ça m'a donné envie de lire du Sam & Twitch. Et vraiment, moi, j'ai trouvé dès qu'il y avait Sam & Twitch, c'était intéressant. L'aspect un peu enquête des deux flics, j'ai trouvé ça cool. Et en plus le fait que je crois que c'est Bendis qui a fait la série autour de ça m'a donné envie de découvrir cette série là, parce que Bendis sur du thriller, d'habitude c'est assez cool. En fait le Sam & Twitch c'est un peu du Gotham Central chez DC, tu vois. En fait tu vois pas trop Batman. Et ici, tu vois pas trop Spawn non plus. C'est ça qui est cool, c'est qu'il y a des enquêtes de flics à l'américaine, voilà quoi. Okay, ça. Tu lui as vendu définitivement. Gotham Central, c'est mon petit bébé, c'est mon comics préféré de tous les temps. Sam & Twitch, tu verras pas trop Spawn. Et c'est parfait. Du coup, Phil, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui connaît un peu mieux du coup qu'il a lu avant nous? Je l'ai lu même à l'époque et tu vois, je reprendrai tous les arguments de Cédric et de Faye, sauf que j'y vois un côté positif en fait. Le fait, par exemple, que ce soit un pur produit des années 90, qu'il fasse tout le temps la gueule, mais je veux dire, c'était les années crunch, les années Nirvana, donc des années très dépressives.
Donc ouais, il est purement créé dans les années 90 et c'est pour ça que je trouve que ça fait partie de ces bouquins un peu datés, j'ai envie de dire comme les X-Men de Byrne ou les Tortues Ninja classiques. C'est des bouquins qui ont plus un intérêt historique que leur histoire en fait. C'est pas l'histoire qui est importante, mais c'est Todd McFarlane, ses dessins et ce qu'il représente. Parce qu'à l'époque, il a quand même fait le pari que les gens voulaient pas lire Spider-Man, ils voulaient lire Todd McFarlane, et il a réussi son pari avec Spawn, et je trouve que les premiers épisodes, en plus, tranchent complètement avec ce qui se faisait, alors faut replacer dans le contexte, mais complètement avec ce qui se faisait chez Marvel et DC. Je me souviens, un des tout premiers épisodes, et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré Spawn à cette époque, il tombe sur un violeur d'enfants, et Spider-Man serait tombé sur cette personne, il l'aurait emmené en prison, le mec se serait échappé ou pas, peu importe, mais point. Et là, Spawn, il le défonce complètement, et c'est un truc qu'on ne voyait jamais dans les comics. Il y avait le Punisher, oui, qui tuait, mais c'était pas vraiment un héros, c'était un petit peu le sale gosse de chez Marvel, et Spawn, au contraire, c'était le héros, et c'était vraiment novateur pour l'époque, donc il faut vraiment le replacer dans l'époque pour l'apprécier. Et c'est pour ça que tu me demandais tout à l'heure s'il fallait recommander ça aux jeunes qui se lancent dans les comics ou dans l'indé. Non, parce qu'il y a tellement de bons trucs à lire actuellement que ça vaut pas le coup. Mais si tu t'intéresses à l'histoire des comics, ça fait partie vraiment des indispensables. Ok. Oui, c'est bien dit, ouais, c'est assez... Mais du coup, j'en ai parlé, on était dans les vieux. Moi, souvent, quand je me lance dans une série et que je demande l'avis de Spade, qui est souvent un avis très éclairé, et c'est un peu ce qu'il me disait aussi. Et que c'était pas forcément le truc qu'il garderait dans Image, que lui il disait que bon, vraiment, si au niveau de la qualité, il y a un truc qui sauverait, c'était plus Gen 13. Et Wildstorm, mais que il y avait quand même un aspect historique important quand même autour du Spawn de McFarlane, et que bah ça a marqué quand même son époque, quoi. Et je pense que même rien que pour ça m'a donné, enfin je continuerai, je pense. Et bah je sais que je les ai achetés, mais je pense que je continuerai à acheter les Semic en kiosque pour le côté un peu collectionnite, et un truc cool, par contre, on peut en parler, c'est un petite anecdote marrante, c'est que Neil Gaiman avait bossé avec McFarlane sur Spawn, et il avait créé le personnage d'Angela. Angela, c'est peut-être un personnage que vous connaissez puisque maintenant elle est chez Marvel. Et c'est marrant parce que je lisais mon intégrale donc offert par Delcourt. Et au moment où je savais qu'à bout d'un moment Angela arrive, et il y avait tout un arc avec Angela qui était vachement cool d'ailleurs. Et bah en fait cet arc est complètement squeezé dans l'intégrale non, elle y est chez Semic, mais elle est pas chez Delcourt, parce qu'en fait Gaiman et McFarlane se sont brouillés, parce que McFarlane pensait que comme c'était un personnage créé dans sa série, c'était pas du creator own pour Gaiman, donc c'est lui qui devait récupérer les droits, il avait pas à lui donner de thunes. Et bah ils se sont engueulés avec ça. Je crois qu'il y a eu des procès et tout. Et donc bah McFarlane a décidé de virer pour les nouvelles intégrales. Mais ce qui est expliqué dans l'édition Delcourt, ce qui est expliqué, c'est que en fait apparemment le procès est toujours en cours, il n'y a pas eu vraiment de décision, donc dans le doute ils le mettent pas, quoi. D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais d'ailleurs il me semble que dans l'émission Hommage collatéral sur Neil Gaiman, il y avait toute une partie où vous avez parlé justement de cette affaire-là aussi, si vous voulez un peu plus d'informations. Ouais. Mais oui, mais pour moi c'était fini, parce que Angela a été filée chez Marvel, donc si Gaiman n'avait pas forcément gagné le procès, je pense pas qu'il aurait pu filer Angela chez Marvel, quoi. Ouais, il y a eu un accord. Ouais. Peut-être qu'il a gardé les droits du personnage, mais c'était peut-être pas par rapport peut-être que c'est pas fini par rapport aux épisodes où elle est apparue dans. Et du coup, au niveau des rééditions, quoi, surtout, ça doit être ça. Ouais, peut-être ça. Pareil, dans le Delcourt, il doit manquer l'épisode de Cerberus aussi, non? Alors, il parlait de deux auteurs, il parlait de Neil Gaiman et de Sim, je crois. Ah, d'accord, ok.
Donc je crois que c'est ça aussi. Il manque un autre épisode. Il y a personne ne connaît Sim. Mais pas l'acteur. J'étais sûr que t'allais aller là-dessus. C'est moi qui l'ai dit. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Puisque je suis sûr que même Phil ne se souvient plus de Sim. Si, c'est obligé. Si, voyons. Ouais, oui. Donc, ouais, voilà. Du coup, la question, Cédric, est-ce que tu le conseillerais quand même à quelqu'un qui veut découvrir Spawn? Non, vraiment pas. Et tout à l'heure, Retrophile parlait de l'intérêt, on va dire, historique. Quitte à choisir, tu vois, je recommanderais plutôt, on en parlait l'autre jour, de Sin City, qui me plaît pas, mais qui a quand même, je trouve, plus un intérêt de représentativité de l'époque, on va dire. Ça représente pas la même époque. Non, mais SimCity, c'est un hommage au hardball des années. Oui, non, mais je veux dire dans le sens intérêt historique, quoi. Et quand je disais pur produit des années 90, c'est pas tellement le côté grim and gritty qui me dérange pas, c'est plutôt le côté des mentalités de l'époque, quoi, qui sont vraiment très marquées là-dedans. Et je sais pas, j'ai pas trouvé ça intéressant, quoi. Donc non, je le recommanderais clairement pas. Et il y a un truc qui m'a fait marrer aussi, je sais pas si vous l'avez ressenti, c'est à quel point il fait le forceur sur les autres, sur ces autres séries images. Je crois qu'il y a pas un seul épisode où il mentionne pas les Youngbloods. On dit c'est comme dans les Youngbloods. Non. Ah oui, alors ça, j'ai vu que ça revenait souvent et j'ai pas la ref. Donc c'est une autre série de images. Je savais pas. D'accord. C'est une des premières séries de images qui était sortie. Je sais plus de qui c'est Youngbloods. Je crois que c'est Liefeld, non? Ouais, c'est Liefeld, ouais. C'était la toute première et c'était très très mauvais. Mais ça s'était vendu à 1 ou 2 millions d'exemplaires, je crois. C'était la folie. Hein. Et je l'avais lu aussi à l'époque. Je sais pas si c'était sorti en France, mais je l'avais lu, un copain qui se faisait importer de la VO et c'était typique des années 90, c'est-à-dire j'adorais. Mais aujourd'hui, je pense que c'est imbuvable. Comme White Cats, comme tout ce qui est sorti à l'époque. Honnêtement, il y a que Spawn qui volait le coup dans les débuts d'Image, hein, si je dis pas de bêtises, mais Gen 13, ça te parle pas, toi, du coup? Ah, c'était plus tard, ça. Ah, c'est plus tard encore. Okay. Il y a tellement de trucs. Et même c'est Wildcat, c'est Sylvester, on est d'accord, c'est ça? Wildcat, c'était... Alors attends, c'était quoi, Jim Lee? C'est peut-être Jim Lee. C'était Jim Lee chez Wildstorm, ouais. Il me semble que c'était Jim Lee. Il avait fait quoi alors? Merde, je me souviens plus. C'était machin, c'était. Ah putain, j'ai lu les trucs là, total. Darkness. Ah, il a commencé par ça? Darkness et Witchblade, oui, effectivement. Je crois que c'était plus vieux Topco. Ah oui, en plus, c'est vrai qu'il y a Image et en plus chacun avait son studio. Jimmy avait Wildstorm, McFarlane avec McFarlane Studio, je crois. Il y avait Topco pour Sylvestri, et effectivement. Et Darkness, j'en ai relu un peu et ça se relie. Darkness et Witchblade, c'est sympa. Bon, c'est pas. Moi, c'est pareil, c'est un produit des années 90. Moi, je voulais demander à Phil parce qu'il l'a lu. En plus, il en a parlé. Moi, je voulais me retaper du Wildcats parce que moi, j'ai raté ça. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, en fait. J'ai croisé Grifter, parce que je kiffe Grifter, sans connaître vraiment le perso, quoi, en fait. Le problème, c'est que je ne suis pas fan de Jim Lee, mais alors pas du tout. Donc, à part Hush, à la rigueur, tout ce qu'il a fait, surtout chez les X-Men, mais j'ai failli arrêter les comics à cause de ça. Je ne supporte pas Jim Lee. Son côté... ouais, t'aimes pas les X-Men de Claremont et Jim Lee, tu les... Non, surtout qu'en plus il a poussé Claremont un petit peu par la porte. Non, et puis j'aime pas son côté limite cartoon, tout le monde est beau, tout le monde est propre, presque enfantin. Non, vraiment, c'est pas possible, Jim Lee, je peux pas. C'est trop... Pour moi, c'est une parodie justement des comics US. Quand tu penses à comics, tu penses à Jim Lee. Et je trouve ça dommage. Bah oui, parce que c'est lui qui a lancé ce... C'est vrai que, ouais, c'est les gars en muscles et tout, quoi, tu vois, c'est Voilà, ouais. Et il a tellement influencé l'industrie avec son dessin. Ah, quand il est arrivé sur les X-Men, mais je le détestais parce que les X-Men que je lisais, c'était pas ça. En plus, à l'époque, limite, il vivait dans les égouts et tout. C'était bien sombre, c'était dégueulasse, bien crade.
Et lui, il arrive, et ils sont tout le temps en maillot de bain, en train de s'amuser et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est qui ce mec? Jim Lee? Hop, plus jamais. Tu dis ça alors que dans ta dernière vidéo, t'as recommandé Green Lantern Emerald Twilight et son super épisode maillot de bain et quand on voit, c'est pas Starfire, c'est non. Ah non, c'est Huntress et Kyle Rayner qui vont à la plage. C'est Jim Lee? Non. Non, c'est pas Jim Lee, mais ils sont en maillot de bain, quoi. Ah oui, d'accord. C'était pas le meilleur épisode, hein. Je suis d'accord. Nous, on n'a pas du tout aimé Emerald Twilight. Ah bah la fin du bouquin, oui, là. Ah, carrément le... Non, on n'a pas aimé l'édition. On n'a pas aimé l'édition. Ouais, oui, en fait, c'est ce que tu disais dans le... Il manque Zero Hour. Ok. Ouais, il faudra Zero Hour, quoi. Ah, carrément, ouais. Non, mais moi, je m'attendais à rien et finalement, j'étais bien surpris et content de mon achat. D'accord. Moi je remercie beaucoup, on remercie Phil bien sûr, mais on remercie beaucoup Twip d'avoir poussé un peu le truc en disant que il faut continuer à lire Spawn parce que ça s'améliore d'épisode en épisode et j'ai hâte de découvrir un peu plus Spawn et le côté un peu dark. C'est parce que vraiment on sent que c'est un univers qui fourmille de trucs, qui fourmille de détails. Et c'est vrai que les premiers épisodes qui tirent un peu en longueur avec son délire avec sa femme, c'est vrai que c'est un peu relou, mais moi je te dis c'est ce que je t'ai dit, hein, les 50 numéros où c'est plus justement Al Simmons qui est Spawn, c'était bien graphiquement, mais franchement scénaristiquement je pense qu'il est vraiment parti en sucette. Après ici on peut dire la nouvelle série, ça va quoi, il revient malheureusement encore avec sa femme, un tout petit peu, mais voilà quoi. Est-ce qu'on peut commencer par Renaissance si on n'a rien lu de Spawn, tout était expliqué au début du tome par Delcourt. Ça reprend vraiment bien au début quoi. Et est-ce que tu conseilles je crois que c'est Hellspawn, le truc qui est dessiné par je sais plus comment elle s'appelle. Par contre, en parlant de l'univers de Spawn, en fait aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que McFarlane, il est quand même parti dans des délires médiévals. Il a tout un univers de Spawn un peu partout. Et il y a des one-shots. Moi, j'ai pas tout ce qui s'est fait sur le côté, mais il y a 2 gros trucs que j'ai vraiment bien kiffé. Si vous aimez les trucs vraiment bien dark et vraiment bien crade. Le premier truc, c'est un truc de Alan McElroy et Ashley Wood, c'est De sang et d'ombre. Donc ça c'est une histoire... Je crois que c'est ça le nom que tu cherchais, James. Ouais, c'est ça que je cherchais, l'intégrale de Hellspawn avec Ashley Wood en fait. Ouais, ça c'est juste un one shot, hein. C'est le dessin et couleur d'Ashley Wood et le scénario c'est Paul Jenkins et Alan McElroy. C'est une histoire vraiment sur le côté sur Spawn, mais graphiquement faut s'accrocher, hein. C'est plus dark, c'est quand même assez difficile de faire. Et alors un truc cocorico pour les Français, un petit Français qui débute dans le graphisme, Alexis Briclot, que vous connaissez, vous avez déjà dû croiser peut-être, enfin j'espère pour vous. Ouais, il fait des covers cool. Et c'était Clark et McFarlane qui avaient fait le scénario, c'est les architectes de la peur. Ce truc-là, si vous le trouvez, c'est en format carrément quasiment franco-belge. C'est franchement graphiquement, je pense que Alexis Briclot, il a rien à envier à personne. Il a plié le game avec cette histoire-là. Franchement, c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Et du coup, moi, ce que je te disais, c'était les Hellspawn, c'est les intégrales où c'est du coup c'est Ben Temple Smith et Ashley Wood au dessin. Ouais, c'est ça. Et au scénar, c'est Bendis, McFarlane et Neil Stevens. Ouais. Je crois que j'en ai lu un peu, à mon avis, peut-être en backup des kiosques que j'achetais Spawn, mais j'ai pas d'intégrale en vue. Je sais que Mathieu me l'avait conseillé en disant que bon, il fallait accrocher au dessin de Ashley Wood qui a l'air un peu particulier, mais il disait que c'était vraiment bien, que ça valait le coup.
Donc si vous avez l'occasion et si vous avez pas envie c'est vrai que la série est un peu datée, donc peut-être que elle, ça va pas vous rebuter, mais essayez les à côté de Spawn, peut-être que vous accrocherez et ça pourrait être intéressant. On a juste encore un point. Je sais pas si vous voulez en parler ou pas. On parlait de campagne participative et il en a lâché une grosse justement sur Spawn ici. Je sais pas si t'as vu les infos, si t'as suivi. Je sais pas si vous voulez lâcher un mot dessus ou pas. Ah, c'est par rapport à à sa figurine. Ouais, la figurine, de sa première figurine de 92. Moi, j'ai pas suivi, mais tu peux. Je vais en parler juste 2 secondes parce que bon, j'ai quand même participé et j'ai quand même mis 73 balles dedans, donc voilà. Donc la campagne elle est finie, il a récolté 3,5 millions de dollars, les mecs. 3,5 millions de dollars pour sortir une figurine, donc il y a quand même 26 000 Gugus qui ont été, comme moi bien sûr, qui ont été mettre de l'argent sur son projet, alors que McFarlane Toys n'a pas besoin en fait de ces 3,5 millions pour faire des jouets. Mais le gars a quand même fait une campagne, il a réussi de nouveau son coup, il a encore tout éclaté, et donc d'ici fin d'année on aura une super figurine Spawn, un peu remaniée de la première figurine Spawn qu'il avait sortie en 95, si je dis pas de bêtises. Et du coup, est-ce qu'il y aura une superbe vidéo unboxing Sûrement, parce que moi j'ai pas pris l'édition couleur, il y avait 3 éditions. Moi j'ai pris l'édition complètement grise, artiste proof. Donc il y a aucune couleur dessus, elle est complètement grise. Et le gars n'a pas arrêté de faire des vidéos en disant voilà, on a passé un palier, je rajoute des flingues, on a passé un palier, je rajoute du nécroplasme, on a passé un palier. Putain, le mec il était fou avec sa figurine, il m'a trop fait rigoler. Mais il est vachement productif sur les réseaux sociaux, il est assez marrant, il aime bien se mettre en scène. Je crois qu'il a compris beaucoup de choses avant tout le monde. Et je crois que c'est un génie. Après, on peut croire que c'est un mégalo, mais je crois que le gars c'est un génie du business, et ça, je crois qu'on peut pas lui enlever, quoi. Mais il est quand même un brin mégalo, hein, parce que je sais pas si tu te souviens, il y a pour les gens, et je pense que c'est même une meilleure porte d'entrée encore plus que les comics. L'animé qu'il y avait sur HBO, qui est sur OCS en ce moment, qui est vraiment très 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 cool, qui reprend toute l'histoire de Spawn je crois qu'il y a 3 saisons de 10 épisodes. Il est vraiment bien cet animé. Il y a pas 10 épisodes par saison, je crois qu'il y en a 6 ou 7. 6 ou 7 ouais, bon, ouais. Encore une fois, je dis tu vois ça par exemple, que je suis fan, j'en ai vu aucun, quoi. Tu devrais, je sais que ça existe, mais pas du tout. Et à chaque début d'épisode, t'as McFarlane qui vient dire bonjour, je suis Todd McFarlane. Il fait peur, hein. Il se met en scène un peu à la Conte de la Crypte. Il fait peur, en plus il douche à moitié. Et il dit oui, bonjour, vous allez voir Spawn et tout, attention, ça fait peur, nanani nanana. Enfin, en tout cas, c'est très très marrant. En tout cas, je suis content, je suis avec Faye, je pense qu'on est les deux en 98 à avoir été voir Spawn au cinéma, donc c'est déjà pas mal. Heureusement. On va peut-être, parce que j'ai donné de ma personne pour cette émission. On a voulu revoir le film Spawn. Je l'ai revu, moi. Et en fait, pour la petite histoire, moi je l'ai. Tu veux que j'en parle? Attends, parce que ça me réveillera. Attention. Moi, pour la petite histoire, je l'ai vu un 31 décembre. Je sais plus pourquoi j'étais tout seul ce 31 décembre là. Parce que personne t'aime. Et oui, parce que personne ne m'aimait, donc j'avais loué 2 cassettes ou 2 DVD, je sais plus si c'était des cassettes ou des DVD, peut-être des DVD à l'époque. Et je m'étais loué Mystery Men et Spawn. Et oh là là, mais t'avais pas de goût en fait. Je sais pas pourquoi j'avais loué ça. Et j'ai des super. Bon, j'ai pas revu Mystery Men. Et je pense que je le reverrai pas parce que je préfère garder mes vieux souvenirs où j'avais pas. Moi j'avais passé une super soirée. J'avais des super souvenirs des images de Spawn, notamment de cette fameuse cape qui dans mes souvenirs était super belle. Elle rendait trop bien et tout. Et il y avait même des bonus, je crois qu'ils expliquaient ils avaient fait tout en CGI et tout, et que c'était révolutionnaire. Ah non, mais c'est la foire à la CGI. Et c'est là, mais on a revu le truc.
et c'est plus moche qu'un jeu PS1. Tu veux que je présente quand même, James? Vas-y. Alors, le film, il a été réalisé par monsieur Marc Dippé, qui a beaucoup travaillé dans les effets spéciaux, et il a travaillé notamment sur les effets spéciaux de Retour vers le futur 2. Ils sont plutôt très bons. Mais dans le film, exactement, James, on a regardé le film et toutes les 5 minutes, je te faisais PlayStation. Et je suis allée voir des vieilles critiques de l'époque, et je vois plusieurs critiques qui font on dirait qu'il essaye de faire des cinématiques PlayStation, mais en plus raté. Et je dis là, si à l'époque déjà ils trouvaient ça raté, c'est que vraiment il y avait un problème. Mais comme toi, James, quand j'avais vu le film à l'époque, moi j'avais été marquée par le maquillage justement de Violator et par la cape. Et quand on l'a revu, je dis ah ouais non, je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais c'est moche. Mais c'est moche. Non, mais c'est quand même rigolo à voir. Ah, mais c'est inregardable. C'est pareil. Encore une fois, je trouve que c'est un produit de l'époque, on va dire. Ouais. Mais il y a des problèmes. En fait, il y a rien de logique. C'est-à-dire le plan des méchants n'est pas logique. La façon dont les persos sont écrits ne sont pas logiques. On passe du coq à l'âne, c'est absolument pas logique. On a Monsieur Sheen, là, Martin Sheen. Le mec, on lui dit ouais, tu vas faire ça et tout. Il pose aucune question, il demande pas pourquoi. Il le fait. Enfin, on dirait que c'est très cartoonesque en fait. Et il y a vraiment des choses. Enfin. Il y a John Leguizamo qui joue Violator, mais qui est. Mais alors, et pendant le film, je lui dis tiens, c'est fou, on dirait qu'il essaye de refaire Danny DeVito dans Batman de Tim Burton, et je regarde sur IMDb des anecdotes et je vois qu'au départ, il voulait Danny DeVito dans le rôle. Donc je pense qu'ils ont dû lui dire écoute, on l'a pas eu. Le pingouin mais en dégueu quoi, qui arrête pas de péter. Ah non, mais les blagues de paix quand même, c'est il pète. Oh, regarde, j'ai laissé une trace de pneu. Oh, oulala. Mais t'imagines, genre 1 an après, il y avait quand même Blade qui était sorti, et j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir Blade. La séquence. En termes de réalisation, c'est beaucoup plus intéressant. La séquence d'ouverture de Blade dans la boîte de nuit, elle est super bien. Non, quand tu regardes Spawn, tu dis Blade, ça a pas vieilli du tout. Oui, alors comparé, c'est sûr. Ouais. Mais t'as des cinémas. Ah non, mais à la fin. Il y a le final. Ah non, mais la fin, j'ai cru qu'ils étaient rentrés dans un jeu vidéo, tu vois. Ils vont en enfer et c'est d'un moche. Il y a plein de. Mais en fait, on dirait qu'ils sont rentrés dans un dessin animé. Il y a plein de mecs habillés en Spawn qui ne lèvent que les bras parce qu'ils ont pas assez de budget pour les animer trop. Dans Space Jam, quand ils sont embarqués dans le trou, là, tu vois. Ouais, bah c'est un peu pareil, quoi. Malebolgia qui est ignoble. Mais enfin vraiment, mais on dirait Castlevania PS. Ouais, c'est vrai, ouais. On dirait je pense que Phil doit adorer parce qu'on dirait de l'Atari ST tellement c'est moche quoi. Oh, non mais outre on va essayer de Je vous laisse finir. Non mais le problème du film, c'est que justement le gars il a surabusé de la CGI. Je pense qu'il s'est fait plaisir à l'époque, mais on le sait, ça vieillit très mal. Donc voilà, on va essayer de mettre ça de côté. Mais attends, on va essayer de mettre ça de côté, James. Mais moi, je pense que oui, le problème du film, c'est son écriture. Non, mais c'est son écriture. Quand tu vois qu'il y a aucun truc logique et que du coup, le personnage, tu te demandes pourquoi il réagit comme ça parce qu'il y a rien de logique qui doit réagir comme ça. Enfin, il y a un problème. Après, nous, on a vu la Director's Cut parce qu'il y a 2 versions. Et en fait, la version ciné qui est sortie. En fait, mais c'est très intéressant parce qu'aux États-Unis, ils ont eu un peu comme pour Hellboy, ils ont eu une version censurée au cinéma. Et en fait, en Europe, nous, on a eu la version Director's Cut. Ah ouais. Et en fait, cette version-là, on voit un peu plus de violence. On a un peu plus de scènes d'action et tout que ce qu'ils ont eu aux États-Unis. Et apparemment, là, j'ai eu d'autres histoires. Les scènes d'action qu'on a dans cette version, qui sont un peu bizarres, qui fonctionnent pas, c'est des idées de cette de McFarlane. De McFarlane, non, ouais. Pas de Seth MacFarlane, c'est une autre personne. À chaque fois, je confonds. Comment c'est son prénom? C'est Todd McFarlane. Todd McFarlane. Je vais y arriver. Mais apparemment, c'est des idées de lui, en fait. Donc, du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'ai peur pour le film qu'il veut faire. Après, il a peut-être appris entre-temps. Mais bon, c'est quand même fou, que ça a été vachement censuré. La série d'animation est réalisée par McFarlane. Donc il a un alors tu vois, la série d'animation, moi j'ai pas trop aimé non plus parce qu'il y a beaucoup de flash. C'est-à-dire que tout ce qui est violence, c'est te mettre par flash, et moi ça me fatigue. J'ai les yeux fatigués et ça me fatigue. Après, par contre, c'est mieux écrit que le film. Là, effectivement, tu comprends le plan, tu comprends les agissements des persos. Oui, c'est plus logique, effectivement. Voilà, c'est sur ça. Qui c'est qui a des souvenirs du film
Ouais, non, mais c'est ce que je disais. Ben, en fait, on était trois clampins dans le cinéma, donc un pote à moi et j'étais avec ma femme. Donc en 98, donc, je me rappelle, on était à 3 dans une salle où on était 30 personnes. Ouais, bon, je l'ai vu. Enfin, après voilà, ouais, c'est vrai qu'il y avait des effets spéciaux qui étaient quand même pas mal pour l'époque, surtout les mouvements de cap, tout ça, c'était quand même assez sympa. Moi, je connaissais un peu parce que les gars à l'école lisaient un peu de Spawn, un peu de Deadpool, donc j'avais un peu de vue là-dessus, mais moi je m'y intéressais pas plus que ça. Donc ouais, mais sinon le film en lui-même, bon voilà quoi, ouais, c'est malheureusement ça a très mal vieilli. Maintenant l'arlésienne de Todd McFarlane, c'est de refaire un film. Et le gars, chaque année, il dit que le film, il est sur une bonne voie. Il y a comme acteur qui est toujours pressenti, c'est Jamie Foxx. Voilà quoi, le gars est super chaud. Ça partirait sur un film complètement dark avec Spawn, on le verrait quasiment pas. Il y aurait Sam et Twitch. Donc ce serait vraiment le croque-mitaine et tout. Donc un peu dans ce que tu aimes. Toi, James, ouais. Et donc voilà quoi. On va voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que ce film-là, bon, il est un peu dans la légende quoi. J'avoue que j'y crois pas. Enfin, je sais pas, je me dis ça va finir comme d'autres films qu'on attendait et qu'on n'a pas eu de super-héros. Ouais, mais ça dans les limbes. Ça fait tellement d'années qu'ils nous bassinent avec la suite, enfin pas la suite, mais un nouveau film Spawn, c'est incroyable. Moi j'y crois, enfin franchement moi j'y crois plus. J'ai eu une théorie il y a pas longtemps, on a fait un live avec les potos ici en Belgique, là-dessus on en a discuté et moi je me suis dit que voilà le pognon qui s'est fait avec les figurines, c'est pour il va l'injecter dans son film. Ouais. Bah ouais, c'est plus logique. Hein. Et juste, je fais un flash info pour les fans de Buffy. Il y a 2 actrices de l'univers de Buffy dans le film. On voit apparaître l'actrice qui joue la montre religieuse dans la saison 1 de Buffy. Ouais, et on voit apparaître brièvement dans le rôle d'une journaliste l'actrice qui jouait Jenny Calendar. Voilà. J'ai fait arrêt sur l'image pour vérifier. C'est vraiment des tout petits rôles, mais bon, ça fait toujours plaisir. Phil, est-ce que tu as des souvenirs de ce fameux film Spawn? Souvenir très très lointain, je l'ai pas revu depuis l'époque. J'ai certainement dû le voir au cinéma, puisque c'est l'époque où j'y allais beaucoup. Ouais. Et surtout, alors fait assez amusant, c'est que à la télé française, au journal de 13h, ils ont parlé, à ma connaissance, que 2 fois de comics. C'est pour la mort de Superman et pour la sortie du film de Spawn. Je me souviens qu'ils avaient parlé des effets spéciaux de ouf, notamment de la cape. Et ouais. C'est pour ça que quand vous me dites que ça a mal vieilli, c'est bizarre parce qu'à l'époque, ils comparaient ça à, je sais pas, Jurassic Park, ou enfin c'était vraiment, c'était au-delà de tout, qu'on repoussait les limites des effets spéciaux. Mais en tout cas, je me souviens avoir vu le film, d'avoir bien aimé la cape, c'est le seul truc que je me souviens. Mais qu'en sortant de la salle, j'ai dû me dire, mais c'est le film Osef, quoi, en fait. Et il y avait rien d'intéressant dans le film. En tout cas, il y a rien que je me souvienne à part cette histoire de cape. Mais bah maintenant la cape c'est super, enfin c'est moche quoi. Ah vraiment, ouais. Elle est moins fluide, on voit les pixels quoi. Ah ouais, tu vois que c'est. Non mais les effets façon, on le dira jamais assez, les effets numériques malheureusement, ça vieillit beaucoup plus vite que des effets pratiques hein. C'est comme ça. Star Wars prélogie, on pense à toi. Oh, ça y est, c'est reparti, t'as fini. C'était censé être toi, l'élu. T'as fini, James. Ah, j'ai le droit quand même. Ça, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit. Ça, j'ai le droit. T'as pas le droit. Où est Padmé? Cédric, tu l'as vu toi ce film ou pas du tout? J'en ai un très lointain souvenir. Je pense une fois, ça a dû passer sur RTL 9 et j'ai dû le voir, mais sûrement. En faisant autre chose et vraiment, je m'en souviens. Je me souviens juste de la gueule de Violator qui était horrible quoi. Mais après, non. Je me rappelle de rien. Et d'ailleurs, je voulais le revoir, là, je l'ai pas trouvé. Bon, j'ai pas cherché non plus 100 ans. Mais tu sais, tu regardes Moulin Rouge, John Leguizamo, il joue pareil Toulouse-Lautrec. Hein, le pauvre Johnny. Et moi, il y a un truc qui m'a fait halluciner. Martin Sheen
La tête coupée de Charlie Sheen. Tu veux dire Charlie Sheen et sa tête coupée. Oui, voilà. Ah, mais moi j'ai cru que c'était Topper Harley et ça m'a donné envie de revoir les Hot Shots. Et ça, c'est une bonne chose. Autant d'habitude, j'en parlais avec Spades, je trouve que son frère, Carlos Emilio Estevez ressemble plus à son père normalement. Je suis pas il a d'accord. la même mâchoire un peu. Je suis pas d'accord. Je trouve que justement c'est Charlie Sheen qui ressemble plus à son père que Emilio Estevez, moi. Ouais, bon, c'est pas grave. On fera un débat sur les Estevez. On fera un débat Estevez un jour. Mais là vraiment, Martin Sheen, il a la même coupe de cheveux que Charlie dans Hot Shot, mais même dans sa série. Mon oncle Charlie. Tout le temps la même. Mon oncle Charlie, voilà. Ouais. Et vraiment, mais la tête coupée, il a vraiment et les mêmes yeux un peu foufou. Du mec qui a dû prendre beaucoup de coke. Et tu sais que le mec, il a accepté de jouer dans ce film parce qu'il avait toujours rêvé de faire un film de super-héros. Ah ouais? Voilà. Putain, mon Dieu. Il aurait peut-être dû attendre. Ou parce qu'il avait des impôts à payer, je pense. Sûrement aussi. Mais peut-être il aurait attendu un peu, il aurait peut-être pu faire un Marvel, quoi. C'est dommage. Bah, c'est pas fini, hein, ça peut toujours revenir. Bah ouais, il pourrait faire un Martin Sheen, c'est un acteur. Il pourrait faire un Martin Sheen. Non, mais je veux dire, Martin Sheen, c'est quand même un bon acteur, il pourrait. Oui, je renvoie à The West Wing, excellent série. Effectivement. Et puis moi j'aimerais bien voir Carlos Estevez. Non pas que. Carlos Estevez, c'est le vrai nom de Charlie Sheen. Tu vas y arriver. Oui, mais il se fait pas appeler Carlos Estevez maintenant. Alors à un moment il se faisait appeler Carlos Estevez, notamment dans Machete 2, mais maintenant il se refait appeler Charlie Sheen. Non, moi je pense à son frère plutôt. Emilio Estevez, qui est dans le Breakfast Club. Dans un parce que oui, je préfère Emilio. Non, il est pas dans le Breakfast Club. S'il est dans le. S'il est dans le Breakfast Club, il est dans le Breakfast Club. Moi je préfère Emilio à Carlos. Bah Emilio c'est un bon réalisateur aussi. Moi j'aime bien. Donc pourquoi pas chez. Et tu sais que tu peux le voir sur Disney Plus dans Les Petits Champions. Il faut que je le revoie les petits champions. Bien, j'avais bien aimé. Moi j'aimais bien j'aimais bien la série animée qui était tirée de le truc des canards. Je sais pas si vous en souvenez, les Mighty Ducks. Non, je suis tout seul. Elle est sur Disney Plus. Ouais, t'es seul sur ce coup-là. Saison. Tout seul à me souvenir des Mighty Ducks. Parce que tu es fou. Mais c'était super bien. Donc on a fait un peu le tour de ce sujet épineux et magique. Moi, je dirais de revoir le film pour rigoler. Non, franchement. Moi, j'ai bien rigolé. Franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai bien rigolé, moi. Regardez Blade plutôt. Franchement, mais Blade, c'est très bien. Regardez le 3 aussi, il est très drôle. Non. Le jour, je me suis retapé le 1 et le 2 sur Prime. C'est vrai que c'est sympa. Ouais. Regarde le 2 sont bien, mais le 3. Mais regarde le 3, il est rigolo. Oh si, t'as l'autre de Prison Break qui fait Dracula, il est trop drôle. Et puis Ryan Reynolds. Oh mais il est rigolo. Oh. Et puis t'as l'autre qui fait que des gros plans. Bah ils sont très bien. Déjà je supporte pas en Deadpool, mais en faux Deadpool c'est encore pire. Mais il est gentil cet acteur, il fait de mal à personne. Voilà. Enfin bref. Tu es trop vilain, James. Mais j'ai le droit de pas l'aimer. C'est quoi ça? Mais c'est parce que tu n'es pas humain, tu n'as pas d'âme, c'est pour ça. Si tu veux. Voilà. On va passer à nos recommandations culturelles. Est-ce que nos invités ont une recommandation culturelle à... Spawn le film, exprès pour toi. Spawn le film. Tout, est-ce que tu as une reco culturelle à nous partager? C'est à moi que tu parles? Oui, oui, à moins qu'il y ait un autre. J'ai pas entendu mon nom. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles, mec! You fuck my... C'est ça, quoi. Carrément. Non, mais en fait, j'ai pas vu j'ai pas écouté le podcast des comics.fr. Ils ont reparlé d'une série que Matt d'ailleurs avait bien conseillé il y a quelques années et que j'ai commencé. Je suis au tome 9. C'est Invincible de Robert Kirkman et Ryan Utley, entre autres. Et franchement, je kiffe. C'est incroyable. C'est un comics de fou, quoi. Donc voilà. Ouais. Moi, je préfère. Je crois que je préfère Kirkman sur Invincible plutôt que sur Walking Dead. Je sais pas, moi j'ai pas lu Walking Dead, donc. Mais Invincible c'est vraiment bien. C'est vraiment du bon, de la bonne série teenage. Ouais. En plus Ryan Utley, ça pète les yeux. On l'avait fait celui-là. Ouais, on l'a fait dans l'émission, ouais, effectivement. Donc chouette recommandation. Cédric, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous faire? Ouais, on en avait parlé vite fait une fois quand on avait fait les checklists. Je me suis acheté le Marvel Deluxe de Next Wave, donc de Warren Ellis et Stuart Timonen. Ouais. Donc c'est une équipe de 5 héros Marvel, mais vraiment de troisième gamme, hein. Il y a Monica Rambeau et après les 4 autres c'est des gens que je connaissais pas du tout,
qui sont en mission pour une agence. En fait, ils se rendent compte que l'agence est une agence terroriste qu'ils sont censés poursuivre, en fait, en gros. Donc ils se rebellent contre elle et ils combattent des tas de menaces, quoi. Et c'est très con, c'est très marrant, c'est des conneries, mais enfin c'est vanne sur vanne, quoi. C'est vraiment excellent. C'est 12 chapitres, donc à chaque fois c'est des histoires de 2 épisodes à chaque fois. Et vraiment j'étais mort de rire devant ma BD. Franchement, il y a des tas de vannes, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent, quoi. Donc voilà, je le conseille pour 32 balles, ça vaut largement le coup, quoi. Ok, c'est du matériel pour fil, ça, apparemment. Oui, j'ai lu, c'est très bon, effectivement. Ok. Bah, du coup, est-ce que t'as une reco à nous faire? Alors moi ça va être moins gay par contre. je suis en train de tout relire dans ma bibliothèque et notamment des trucs que j'avais mis de côté parce que j'étais pas dans le mood. Et là je suis en train de lire Day Tripper. Ouais. Et c'est encore mieux que ce que je pensais. Moi je pensais que c'était un truc. On m'avait dit que c'était triste. Moi je pensais que c'était tire-larme, c'est-à-dire que les artistes allaient sortir des gros violons pour nous faire chialer. Et non, en fait, c'est à chaque fois c'est par des petites touches et à chaque fois ça marche. Vous connaissez le pitch, je suppose? Yes. Non. Ouais. Alors attends, James, non, j'en ai parlé dans une reco, donc merci. Bah, j'ai pas écouté. Civil War. Ça fait plaisir. Si tu dis pas Gotham Central, il est plus jamais gros. Moi, les fins d'épisode, je suis en train de faire des trucs en même temps. Bah, rappelle-le pour les auditeurs, en tout cas, qui n'auraient pas écouté. Ok, pardon. Quelle subtilité. Tu veux le faire, Cédric? Non, bah je laisserai Trophile le faire. Bah, en fait, tout simplement, c'est à chaque chapitre, qui fait 22 pages à chaque fois, on te montre les derniers jours d'une personne et mince, comment expliquer ça? En fait, chaque chapitre, c'est un âge différent, mais c'est tout le temps la même personne. Qu'est-ce qui serait passé s'il était mort à 25 ans, à 45 ans, à 11 ans? Et voilà, à chaque fois, c'est... Je sais pas, ça parle de l'insouciance de la jeunesse, de la vieillesse, le fait d'avoir un enfant. En fait, c'est vraiment un beau livre sur la vie. Et je suis pas encore arrivé au bout, donc j'espère que ça va tout le temps rester comme ça, parce que même si ça parle de la mort, il y a toujours un côté positif. Et ça, j'aime bien. Spoiler alerte, à la fin, il meurt. Ouais. Le spoiler alerte, à la fin, tu chiales. C'est obligé. Okay. C'est de qui déjà? C'est Fabio Moon et Gabriel Bas. D'accord. Faye, est-ce que tu as une... Oui, j'ai une reco. J'ai regardé en 2 jours la saison 2 d'une série sur Netflix qui s'appelle Dead to Me avec Christina Applegate, Linda Cardellini et James Marsden. Et c'est une série que je vous conseille. Donc pour l'instant, il y a 2 saisons. Je pense qu'ils vont faire une 3e sûrement pour conclure. Mais en gros, l'histoire, c'est Jen, donc qui est jouée par Christina Applegate, qui a perdu son mari renversé par une voiture et qui va dans un groupe en gros d'aide pour le deuil. Et là elle rencontre une jeune femme qui s'appelle Judy et en fait elles vont devenir amies et elles vont s'entraider. Alors au début on se dit ça va être une série sur le deuil, ça va être triste, ça va être chiant, mais en fait non, la série elle est très très drôle, les actrices sont vraiment excellentes, elles sont super attachantes, ça part après dans une direction dans laquelle on s'attend pas. Je veux pas en dire trop pour pas spoiler, mais la série elle parle de beaucoup de thèmes qui moi m'ont touché. Bon le deuil forcément, mais ça parle aussi de montrer ses vulnérabilités, de s'accepter soi-même et de s'aimer soi-même. Et j'ai trouvé ça vraiment ouais, je trouvais ça super cool. Il y a plein de moments où on se marre, il y a des trucs complètement fous qui leur arrivent. Mais vraiment, les actrices, elles font un boulot, mais il y a vraiment des scènes où on sent qu'elles se donnent à fond, qu'elles mettent beaucoup d'ailes dedans. Genre, par exemple, le perso de Christina Applegate, elle dit que sa mère est morte du cancer et qu'elle s'est fait enlever la poitrine et faire une reconstruction parce qu'elle avait peur d'avoir cette maladie et de pas être là pour ses enfants. Et en fait, c'est quelque chose qui est arrivé à l'actrice elle-même dans la vie, qui a eu cette maladie-là et qui a dû se retrouver dans la même situation. Donc elle met des choses personnelles dedans. Enfin, vraiment, on sent que les deux, elles se donnent. Il
il y a vraiment des scènes très très fortes et des scènes complètement burlesques, complètement drôles, et c'est vraiment une série qui m'a touchée. C'est 10 épisodes, je crois, ouais, c'est ça, 10 épisodes par saison. Ça dure 30 minutes chaque épisode. Ça passe vraiment très très vite. Mais vraiment, je vous conseille cette série, rien que pour les actrices déjà, et puis pour l'histoire, et vraiment, allez-y, vous regretterez pas. Vraiment. Ok, bah on regardera, même si j'ai regardé les premiers épisodes et que... Mais je t'ai dit qu'il faut pas rester, et t'as pas regardé ces épisodes, les premiers épisodes, tu crois que c'est vraiment sur comment faire son deuil, machin chose, ouais. Mais après, à partir du 4e, 5e épisode, ça part totalement sur autre chose, et t'as tout un truc qui se lance. Moi j'ai une double reco et un peu d'auto-promo en même temps. Tu triches. Non, mais c'est pas vraiment l'auto-promo parce que c'est pas vraiment pour moi. Donc moi je vous conseille encore une fois, et je pense que les gens vont commencer à en avoir marre. S'il y a un moment les gens en avaient marre que je recommande Comics Faire, je pense que les gens commencent à en avoir marre que je parle de la chaîne de Julie Nico, puisque j'en parle chaque semaine pratiquement. Donc vous pouvez aller voir la chaîne de Julie Nico, puisqu'ils ont sorti un double épisode. Enfin là, pour l'instant il y a le premier épisode qui est sorti d'une longue conversation qu'on a eue avec Julie Nico sur New Frontier de Darwin Cook, qui est définitivement un de mes titres préférés de tous les temps. Vraiment, Darwin Cook, c'était vraiment un des meilleurs auteurs que le monde du comics a pu porter. Donc on a fait un gros épisode. Apparemment il y avait pratiquement 1h45 de rush, donc il a dû charcuter pour faire deux petites émissions de 30 minutes. Donc vous pouvez aller regarder ça. C'est assez intéressant a priori, puisque c'est moi qui parle. Non, non, enfin bref, c'était une discussion passionnante et j'espère que ça vous intéressera. Et deuxième petite recommandation, et c'est encore en lien aussi avec Julie Nico, parce que j'ai regardé leur live la semaine dernière, leur live du mois qu'ils font tous les mois, et dedans ils recommandaient une BD qui s'appelle Les Nymphéas Noirs. J'ai pas noté les artistes, mais donc c'est une BD franco-belge. C'est Casgrain, je crois. De quoi ? Il y a Casgrain, je crois, dans les auteurs. Peut-être, je sais plus. Donc c'est une BD policière sur un meurtre qui arrive dans le petit village de Giverny. Si vous connaissez pas Giverny, c'est un petit village en Normandie où s'est installé c'est Monet, je crois. Oui, c'est Monet. Donc le peintre impressionniste Monet. Et comme il s'est installé, il a mis son atelier, il a peint des milliers de toiles, enfin des centaines plutôt de toiles de Giverny. Du coup maintenant c'est devenu une espèce de carte postale figée pour touristes, où les gens vont, enfin les touristes arrivent par milliers de bus, et en fait on n'a pas le droit de toucher aux arbres, pas le droit de toucher aux plantes. Vraiment c'est devenu une carte postale figée. Et donc il y a un meurtre dans ce petit village, et il va y avoir une enquête policière. C'est vraiment une BD assez cool. Je me suis fait prendre par le récit. On rentre dans le récit et on se laisse porter. Essayez de pas trop, si vous voulez la lire, essayez de pas trop en lire dessus, puisque vous pourriez être spoilé. Vraiment, laissez-vous porter par un récit vraiment très cool, avec un dessin vraiment. C'est du dessin franco-belge, mais on sent vraiment l'inspiration de Monet et de l'impressionnisme, surtout au niveau des décors. C'est très 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 beau. Je vous conseille vraiment. Ça s'appelle Les Nymphéas Noirs. Et si je dis pas conneries, c'est chez Casterman, mais je ne sais plus. Donc très belle BD que je conseille fortement, un vrai coup de cœur. Merci beaucoup à nos deux invités, MC Twip et Rétrophile. Allez vous abonner à leur chaîne et allez regarder leurs vidéos, qui sont vraiment très 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 bien. On ne peut que les conseiller très fortement. Donc merci à vous deux. Merci pour l'invitation, c'est cool. Ben ouais, merci. Ça fait très longtemps que je voulais vous avoir tous les deux, et ça me fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous revenez quand vous voulez. Merci Cédric, merci Faye. Ben merci à vous. Bonjour, au revoir. Non, c'est pas que je veux dire. Excusez-moi, je m'entends. La semaine prochaine. C'est la fin, d'accord. Oui, c'est la fin, oui. Je suis en train de conclure. Tu vas pouvoir aller te coucher. On le dit que trop assez, mais vraiment, on a hâte de refaire des vraies émissions. Autour d'un verre, parce que c'est. Et oui, parce qu'en plus, ça voudra dire que les bars et les restaurants ont réouvert. Et ça, c'est bien. Ouais.
Parce que moi, notre ami Cédric tout le monde est déconfiné, moi je suis toujours pas. Alors vous pouvez l'engager comme chef à domicile. Non, mais ouais, ça peut être une reconversion. Ah bah, tu sais, je commence à m'imaginer des trucs de reconversion. J'ai pas mal d'idées là qui viennent. Ah, bah, c'est bah cool. Auteur de BD. Non, mais non, mais bon, t'es obligé d'anticiper des trucs au cas où. Hein. Ok. Bah t'as raison, faut garder espoir et toujours être prévoyant. Bah vous alors, excuse-moi, je recommence. 5, 6, 7, 12. 5, 6, 7, 12, oui, comme dirait Faye. Donc vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, ainsi que nos invités. Tous les liens seront dans la description, dans l'article. L'article que vous pourrez trouver sur notre site internet, James C. Faye. Internet, pas la notre saucisse. site internet, James T'as C. dit la Faye. saucisse internet. Notre site internet, arrête de me couper. C'est pour que tu répètes bien qu'il s'appelle James C. Faye. Donc, et l'article que vous pourrez retrouver sur notre site internet, jamesfay.fr, où vous retrouvez toutes nos émissions. Sachez que, comme je l'ai déjà dit, on a plein de ciné blabla en retard avec nos amis des pieds dans la gueule. On a un geek en série qui sort lundi prochain, qui a été fait avec nos auditeurs. Ouais, malheureusement. Oh, mais qu'il est méchant. Mais c'est quoi ce garçon? C'est pas très gentil. Mais non, ça. je rigole, c'était très bien. Fais des bisous à nos auditeurs. C'était très cool de faire ça avec vous. Vous pouvez nous retrouver, comme les gens avec qui on a fait l'émission sur Discord. Sur notre Discord, vous pouvez venir discuter avec nous tous les jours de tout et de rien. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, pour parler de Tony Chu. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de partager tous les trucs qu'il faut faire et de prendre soin de vous et de faire attention. De prendre soin de vous. Et n'oubliez pas que les librairies indépendantes ont rouvert. Donc, si vous voulez acheter des comics, allez-y. Mais allez-y plutôt dans votre librairie. Ah oui, si je peux glisser un petit mot là. J'ai fait, suite au live de Julie Nico, toujours eux, j'ai fait une commande chez Excalibur Comics. Ouais. Et franchement, l'emballage, j'étais impressionné. La BD, elle risquait rien du tout. Il y avait papier, bulle, carton, enfin, vraiment, ils sont nickel. Les délais pour l'époque, elle était vraiment pas excessif. Vraiment, je les recommande. D'accord. Okay. Bah, c'est cool. C'est cool. On peut peut-être finir sur ça. Est-ce que Phil et Tweep, vous avez une librairie, vous voudriez recommander une librairie belge pour Tweep, parce que peut-être ouais, c'est la seule et unique dans le Hainaut. Donc le Hainaut, c'est la région la plus proche, on va dire, de la France ici qui est collée. C'est BD Bill à la Louvière, place communale numéro 1, 7100 la Louvière. Donc voilà. Si vous devez passer par là, un de ces quatre, c'est une petite boutique bien sympa. Et JP, il est aux petits oignons, quoi. Ok. Et on retient pour les gens qui sont dans le coin. Et du coup, Phil? Moi, j'habite dans le trou du cou de la France, donc il n'y a pas de librairie vers chez moi. Enfin, si, il y en a une, mais il y a 4 bouquins dedans. Donc, mon libraire, c'est Leclerc pour l'instant. Mais à une époque où l'essence coûtait pas trop cher et que j'étais motivé, je montais à Clermont-Ferrand, c'est à 80 km de chez moi. Il y a la boutique Evil One et le mec est très très bon pour les conseils. Il m'a fait découvrir, parce que j'y vais depuis les années 90, enfin ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, mais il m'a fait découvrir Garcenis Before It Was Cool, tu vois. Et puis dès que tu veux un petit peu d'indé, il essaie toujours de t'orienter sur les bons choix. Donc Evil One, de toute façon il est connu comme le loup blanc là-bas. Donc voilà, à Clermont-Ferrand. Je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est pas vraiment une toute petite boutique, mais vraiment petite, quoi, où tout est entassé un peu. Alors encore, c'est sa deuxième boutique. Avant il était le trottoir d'en face et c'est encore plus petit. Mais d'accord, mais j'y suis allé l'an dernier et c'est vrai qu'il est super sympa ce type. Ah ok, d'accord, tu connais, mais franchement, et puis il est vraiment de bons conseils, mais c'est vraiment petit, c'est-à-dire même avec le confinement tu peux pas rentrer parce que rien qu'avec lui il y a plus d'espace. Les clients n'ont pas le droit de rentrer. Ok. Et donc Evil One et j'ai oublié ce que tu disais, BD Bill. Ouais, c'est ça. BD Bill. Ok. Et allez-y. Et puis mangez-en parce que c'est bien. Et si vous êtes sur Montpellier, allez chez Azimut. Vous verrez, ils sont vraiment très sympas. Et Easter Egg bien sûr, parce que n'oublions pas, Easter Egg, c'est les meilleurs. On le dira que trop.
Non, on le dira jamais assez plutôt. Ouais, on va finir sur ça. Merci de nous avoir écoutés. Encore une fois la semaine prochaine. Et puis voilà, merci à nos invités, tout ça. Bye bye. Ciao. Salut. Ciao.